Semaine de trade exceptionnelle, donc pas de CQFR classique. On a décidé d'enchaîner tout de suite avec un podcast semi-d'urgence avec Shai et Antoine pour parler de tous les transferts qu'il y a eu dans la nuit d'hier du côté de la NBA. On reviendra en fin d'émission sur les résultats quand même, parce qu'il y a eu des perfs assez fortes du côté de certains Français, du côté d'OKC aussi. Tout ça, on en parle à la fin du podcast, pas de problème, on vous le promet. Sachez aussi que tous les transferts qui ont eu lieu sont à retrouver en détail sur Basket Session. On a fait un live à l'écrit comme on fait chaque année. Donc si vous voulez retrouver les détails précis, si on oublie de stipuler qu'il y a des cash consideration comme le veut l'expression consacrée, ou bien un troisième tour de draft en 2032, vous trouverez toutes ces informations sur le live qui est sur Basket Session. La journée des transferts la période des transferts n'est pas terminée d'ailleurs. Toute la journée, on met vraiment ce live à jour, heure par heure, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On fera bien sûr un bilan des échanges s'il devait y en avoir encore aujourd'hui, on fera tout ça demain. Mais dans la nuit d'hier, dans la journée d'hier, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et je vous propose, Shai et Antoine, qu'on commence par le trade qui avait été annoncé par Antoine Nostradam-Pimmel en début de saison. Jimmy Butler qui débarque donc aux Golden State Warriors. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Antoine, je te rends à la fois donc ta couronne de laurier et je te cède la parole pour que tu nous expliques les tenants aboutissants de ce trade. Ouais, celui-là pour le coup, je suis assez fier quand même, parce que octobre, je crois que Butler, il a même pas encore demandé. Il savait même pas qu'il voulait partir. Même pas. Non, mais alors le trade du coup implique plusieurs équipes. Il y a 4 équipes qui se retrouvent dans ce deal. Jimmy Butler arrive aux Golden State Warriors. Andrew Wiggins, Kyle Anderson, un premier tour de draft protégé top 10 2025, celui des Warriors. Tout ça, ça va à Miami. Il y a aussi PJ Tucker qui se retrouve à Miami, qui retourne à Miami. Dennis Schroeder part des Warriors pour aller au Jazz. Lindy Waters et Josh Richardson finissent à Détroit. On ne sait pas trop comment Détroit s'est retrouvé dans ce deal, mais a réussi à aller choper Lindy Waters et éventuellement Josh Richardson. Il y avait même Toronto à un moment dans le deal et ça a capoté. À la base, Kyle Anderson devait finir à Toronto. Ça a capoté à Miami. Pendant 10 minutes à peu près, c'est un peu... c'est pas le même climat au mois de février. Ouais, je pense qu'il a dit non les gars, finalement il avait un veto caché, une clause froid. Genre toutes les villes où il fait moins de 20 degrés, laissez tomber. Mais du coup, voilà, les Warriors tiennent leur deuxième star. Et ce qui est intéressant pour Golden State, ou pas d'ailleurs, c'est que dans la foulée, Jimmy Butler a évidemment prolongé. Après avoir... on a eu des premières rumeurs comme quoi Butler ne prolongerait pas à Golden State et que pour cette raison, les Warriors sortaient de ce deal. Les Warriors ont tenté, là, depuis quelques jours, ils ont tenté tous les All-Stars, tous les All-Stars. Il y avait vraiment une volonté d'aller chercher un deuxième All-Star. Le plus gros deal, c'était Kevin Durant. Il y avait notamment un deal où Kevin Durant arrivait à Golden State et Jimmy Butler arrivait à Phoenix. Alors là, celui-là, je l'aurais vraiment pas compris, mais alors vraiment pas. Au final, ça s'est pas fait parce que Kevin Durant ne voulait pas rejouer pour les Warriors. Du coup, Jimmy Butler vient et il a prolongé pour 121 millions sur 2 ans. Alors les 121 millions, ça prend en compte en fait les 2 ans, ça prend en compte la saison prochaine. Il avait une option sur la saison prochaine. Elle est désactivée pour signer un contrat de 2 ans. Il va donc prolonger à Golden State. Je pense qu'il s'est rendu compte que Phoenix, c'était mort. Je sais que Shai a beaucoup envie de parler des Suns peut-être tout à l'heure. Mais oui, du coup, les Warriors ont leur deuxième star aux côtés de Stephen Curry. 60 millions par an, là, Butler. Alors, si on ne prend pas ça en considération, mais il faudra quand même le prendre, mais je dis pourquoi pas. Les Warriors avaient clairement envie de tenter Butler. Ils ont essayé, tu l'as dit, tous les All-Stars possibles et imaginables. Là, j'essaie d'être optimiste et de me dire, là, c'est un Butler qui est satisfait de là où il a atterri, qui devient deuxième option d'une équipe. Il n'a plus à porter toute la responsabilité. Il va la partager un peu avec Curry. Il a touché l'argent qu'il voulait, parce que clairement, c'était quelque chose qui lui importait. Ça reste meilleur que Wiggins en théorie. S'il n'a pas de soucis physiques, ça reste Jimmy Butler. J'ai l'impression, par sa faute aussi, on a un peu oublié à quel point il pouvait être fort et aussi parce qu'il a été blessé. Sportivement, pourquoi pas? Je ne sais pas si ça va totalement les faire basculer à nouveau dans la catégorie des contenders, mais à la limite, pourquoi pas? C'est la prolongation à 60 millions par an sur 2 ans, donc il renonce à sa player option, comme tu l'as dit, Antoine. Ça fait extrêmement cher s'il n'y a pas retour sur l'investissement, quoi. Si c'est un trade
si sportivement c'est banal, s'il est blessé, mécontent, si les premières rencontres avec Draymond Green sont un peu électriques, j'imagine la personnalité là dans le vestiaire, ça a quand même augmenté d'un ton. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, j'ai pas d'avis aussi définitif que ce que j'ai pu émettre pour Luka Doncic et Anthony Davis par exemple, mais ouais, je trouve juste que ça fait très 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 cher, 60 millions. Alors moi je vais revenir parce que en début d'année c'est vrai que j'y croyais pas du tout enfin je voyais pas le fit en fait. Je voyais pas le fit ni je voyais pas non plus la nécessité pour Golden State d'aller chercher Jimmy Butler alors que moi j'aime beaucoup Jimmy Butler, j'aime beaucoup les Warriors. Donc c'était pas une question du tout de comment dire de goût. C'est vrai aussi que quand on en avait parlé, les Warriors cartonnaient. C'était en début d'année, ils étaient bien meilleurs que ce qu'on avait imaginé et donc moi je me disais finalement si tout marche, est-ce que c'est vraiment intéressant d'échanger Andrew Wiggins pour Jimmy Butler alors que Wiggins c'est quand même un joueur qui est s'il est dans ses standards et c'est à peu près ce à quoi il est revenu. Là, il a plus de 17 points de moyenne, il est à 38% de réussite à 3 points, 44% au tir, ce qui est à peine en dessous de sa moyenne globale, donc il s'est redevenu vraiment un joueur solide. À ce stade de la saison et vu la direction dans laquelle ça va, je trouve que c'est un bon deal en fait pour les Warriors. Moi, l'argent me fait pas peur en fait. Cette franchise, elle est blindée de thunes. Ils ont de l'argent par-dessus la tête, c'est pas un problème en fait. C'est sur 2 ans. Tu veux quoi? Tu veux montrer à Stephen Curry. En fait, tu veux donner à Stephen Curry l'occasion de se dire je vais pas jouer pour rien mes dernières saisons. Je suis pas sûr du tout que telle qu'elle est construite cette équipe, ça en fait un contender. Je sais pas si elle est bien meilleure en fait que ce ne l'était avec Wiggins, même si je pense que effectivement avec un Butler en pleine forme, c'est quand même un upgrade. Mais je me dis finalement tu perds pas grand chose, t'as pas hypothéqué l'avenir du tout. T'as gardé Kuminga finalement, que ça soit pour le garder ou pour récupérer des assets pour l'avenir par la suite, des pics, des machins. Moi, ça me semble être un bon deal. La question que je me pose, en fait, c'est j'attends de voir, en fait, comment Butler, d'un pur point de vue basket, va se fondre, en fait, dans le style de jeu des Warriors. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur polyvalent. Il peut s'adapter. Chris Paul, même, s'était bien adapté, alors que j'avais les mêmes questions au début. Je me dis, c'est un joueur qui porte le ballon, comment ça va coller avec les Warriors? Alors bon, ils n'ont pas été... Ça n'a pas été les résultats qu'ils espéraient, mais finalement, je trouve qu'il s'était plutôt bien adapté à Golden State. Donc moi, c'est ça la question. Est-ce qu'il va courir? Est-ce qu'il va bouger autant sans la balle que pouvait le faire Andrew Wiggins? Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il t'apporte ce que Wiggins ne pouvait pas faire. C'est-à-dire qu'il peut créer pour lui-même, il peut créer pour les autres. Donc là-dessus, c'est un upgrade. Défensivement, faudra voir. Mais de toute façon, je pense que c'est effectivement un move qui, en termes d'image par rapport à ta superstar, vaut le coup. L'argent, encore une fois... Je me dis, tu t'en fous, c'est 2 ans. De toute façon, 2 ans, ça t'handicape pas du tout pour la suite. Personne vaut 60 millions de dollars sur une saison, en fait, à part 3 mecs dans la ligue. Donc finalement, que ça soit à lui ou que tu divises la thune et que tu la donnes à 3 role-players qui de toute façon t'apporteront pas plus, moi, l'argent me pose pas problème. Je pense que c'est un bon deal. Vu la situation des Warriors, vu la situation de Jimmy Butler, qui de toute façon pouvait pas espérer mieux, il avait plus de cote, il pouvait pas espérer, je pense, signer pour plus longtemps. Je pense qu'un joueur, en fait, à ce stade de leur carrière, c'est pas tant l'argent à la saison, même si c'est important, c'est que sur combien d'années c'est garanti. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour les Warriors, Butler, il va falloir qu'il soit bon. En fait, s'il veut, derrière ces 2 ans, pouvoir renégocier un autre deal, que ça soit avec les Warriors ou avec une autre équipe. Donc finalement, je trouve que c'est plutôt gagnant-gagnant pour le joueur comme pour les Warriors. Pareil, en fait, je suis même avec toi. Et à ce stade de la saison, alors moi, je voulais le faire déjà dès octobre, hein, mais effectivement, à ce stade de la saison, je pense que c'est vraiment un trade nécessaire. Autant ça pouvait se discuter en octobre, autant là, je pense qu'aujourd'hui, c'est un trade qui est nécessaire pour Golden State. Et je te rejoins complètement. À un moment, il fallait arrêter avec cette histoire de double timeline. Il y a eu un titre en 2022, malgré le fait qu'ils ont tenté cette double timeline. Ils ont réussi à aller au bout. C'est un sacré exploit. Je pense que la Ligue était dans un autre paysage. C'était plus simple en 2022 de gagner un titre avec Andrew Wiggins, deuxième option, qui avait sorti un peu la saison de sa vie sur des équipes en... Il y avait une espèce de transition en 2022 dans la Ligue. Tu vois, Jokic est déjà le meilleur joueur du monde, mais Jamal Murray est blessé. Les Celtics commencent à découvrir leur super pouvoir. Le Thunder n'est pas encore là. Tu vois, on n'est pas tout à fait sur la même ligue. Là, dans la ligue actuelle, les Warriors, on voit bien, c'est trop moyen. Il fallait vraiment cette star. Et tu ne peux pas offrir des saisons comme ça à Steph Curry, où il se flingue pour essayer de porter une équipe dans le play-in. Alors oui, maintenant, il y a des questions.
Le niveau défensif de Butler en est une, clairement. On ne sait pas Wiggins, c'est le meilleur défenseur extérieur des Warriors. Kuminga, je ne suis pas sûr qu'il puisse assumer ce rôle, donc ça va être à Butler de le faire en playoff. Est-ce qu'il en est encore capable? Mais si Jimmy Butler, il a une ou deux belles campagnes de playoff dans les jambes, encore faut-il se qualifier pour les playoffs, les Warriors vont quand même avoir un statut particulier, quoi. Je ne pense pas qu'ils puissent gagner, ça reste un peu... Tu vois, tes stars sont âgées, que ce soit Green, Butler, Curry, mais quand tu as autant de talents accumulés, Curry, Butler, Green, Jonathan Kuminga qui est toujours là, qui va pouvoir continuer à progresser, Brandim Podziemski, il y a toujours de la profondeur, tu as un très bon coach, attention à cette équipe quand même en fait, et attention à cette équipe pour cette année, et même pour l'an prochain au final, parce que moi je suis d'accord avec toi Théo, l'argent en fait c'est beaucoup, mais presque on s'en fiche. On s'en fiche. Oui, Joe Lacob, cette franchise, elle est tellement rentable. Ils vont la payer, le luxury tax. Au moins, ils offrent à Curry un truc un peu décent pour terminer sa carrière. Et cet été, tu peux toujours, encore une fois, réajuster ton effectif, faire une préparation complète avec Butler et va savoir ce qui se passe en fait en 2026 derrière. Tu vois, je ne pense pas que les Warriors seront forcément candidats au titre, mais tu as une équipe qui enfin est solide. Elle dépendra beaucoup du niveau, effectivement, qu'aura Butler à son retour, mais... je pense vraiment que c'est pas que c'est un très bon deal, mais c'est un deal que tu avais besoin de faire à ce stade. Vous pensez que du coup les moves qu'il n'y aura pas d'autres moves avant la deadline là, pour les Warriors parce que ils ont gardé les jeunes, ceux qui étaient théoriquement des assets pour venir des joueurs comme Butler ou d'autres. Il reste Podziemski, il reste Moody, il reste Kuminga. Est-ce qu'ils vont pas se dire parce que donc, ils ont perdu un joueur aussi, ils ont perdu Schroeder qui était pas très important parce que le fit n'a pas été bon, mais est-ce qu'ils vont pas essayer de frapper encore un autre coup en utilisant ça maintenant ou est-ce qu'ils vont être patients là? L'équipe en l'état, j'arrive pas à savoir si juste l'arrivée de Butler à la place de Wiggins, ça change tout. C'est des super role players pour aller avec Butler. Mais je suis complètement d'accord, mais même ouais, mais on le voyait un peu moins, donc je sais pas. Après, ma vraie question c'est sur est-ce que Butler en gardait un peu de côté parce qu'il voulait plus jouer à Miami. Est-ce qu'il va arriver, il va être dans une forme exceptionnelle, il va tout casser. C'est une possibilité quand même. C'est un garçon particulier, Butler. Il faut pas exclure que là qu'il arrive et qu'on se dise ah ouais non mais en fait c'était une évidence. Il est encore très très fort et en plus il est pas tout seul à porter le poids de l'attaque. Donc moi aussi je suis de votre côté. Je pense je suis plutôt optimiste. C'est juste que c'est toujours c'est le chiffre de 60 millions alors que il sort de quelques mois compliqués, saisons compliquées dans la situation qu'on connaît. C'est juste ça, mais effectivement, c'est pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est si grave que ça? Sur 2 ans en plus, non, honnêtement, ça va. Ouais, moi, je suis pas tant inquiet que ça sur pardon, son état de forme ou sa capacité à être bon en fait sur le terrain. Comme Antoine en fait, c'est sur la défense, c'est parce que ça a vraiment été un défenseur élite pendant des années et des années. Et là simplement en fait, c'est la question que je me pose parce que souvent c'est l'élément, notamment pour des mecs qui ont été des très bons défenseurs, où on se rend moins vite compte quand ça commence à décliner parce qu'il n'y a pas les stats bruts de pourcentage de tir, nombre de fois où tu vas sur la ligne des lancers francs, etc. Donc j'attends de voir ça, mais moi je pense que il reste quand même je pense que ça reste un bon voire très bon défenseur. Je suis juste pas sûr. Mais j'attends de le voir qu'il soit au niveau élite auquel il était, quoi. Ça c'est la question que je me pose. Pour ce dont tu parlais, Shai, au niveau des autres assets des Warriors, moi, c'est ça qui me plaît plutôt, en fait, dans ce move. C'est que c'est pas Alors, c'est un move pour gagner maintenant, mais c'est pas un move désespéré où t'as tout donné, en fait. Et c'est la question que je me pose, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'effectivement, cette équipe, elle n'est pas assez forte pour pouvoir être championne. Si c'est ça l'objectif, c'est pas assez fort pour être champion, je pense pas. Par contre, c'est assez fort pour être compétitif, peut-être même dès cette année. Et finalement, si tu es un joueur comme Stephen Curry, avec ce palmarès, je pense que tu sais aussi à quel point c'est dur d'avoir une équipe qui peut vraiment jouer le titre. Je pense que tu te rends compte que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné tous les ans. Je pense que tu sais qu'en 2022, c'est pas un hold-up en fait, mais il y a eu un concours de circonstances et la manière dont il a su élever son niveau qui a permis aux Warriors d'aller chercher ce titre, mais ils étaient vraiment pas favoris en fait. Et si tu repartais ce début de la saison cette saison-là, tu dirais pas les Warriors sont les favoris pour aller gagner le titre. Donc ce que tu veux, j'imagine, c'est finir ta carrière en te disant on a une chance. Elle est peut-être petite, mais on a une chance qui vaut le coup de se taper 82 matchs de saison régulière, qui vaut le coup de se préparer pour un match contre les Hornets au mois de février, parce qu'on veut remonter dans la hiérarchie de notre conférence ou ce genre de choses. Et je pense qu'avec
qu'effectivement, avec un move comme celui-ci, et je suis d'accord avec toi, Antoine, les Warriors avaient besoin de faire quelque chose ne serait-ce que pour se redynamiser. Voilà, je pense que tu te dis, bah ouais, finalement, jour par jour, si on prend match par match, est-ce qu'on peut jouer face à toutes les équipes de la ligue ? Et je pense que tu peux partir en disant, ouais, on a une chance. Ça veut pas dire que tu es le favori, mais je pense que tu peux te dire, oui, on a une chance. On a Draymond Green, on a encore Stephen Curry, maintenant on a Jimmy Butler qui peut nous débloquer des situations. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un problème à la création dans cette équipe des Warriors quand Stephen Curry n'était pas sur le terrain, même si Podziemski montre des choses. Il y avait un manque, et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas dans le registre d'Andrew Wiggins. Donc, moi, je trouve ça intéressant, a fortiori parce qu'ils ont gardé ces assets, et que tu peux finir l'année et voir cet été, effectivement. Par contre, c'est pas super jeune tout ça. Hein. Le trio Curry, Green, Butler. Mais bon, c'est pour ça que tu peux pas vraiment viser le titre. C'est que tes stars sont âgées. Par contre, tu as des joueurs athlétiques autour. Et c'est un effectif profond encore. Hein. Même après avoir cédé 4 ou 5 joueurs, il y a énormément de talent. Enfin, énormément de talent. Pas réunis forcément sur un seul joueur au-delà de Curry et Butler, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer. Même Quinton Post et Guy Santos sont capables de jouer. Trace Jackson Davis, Moses Moody, Brandon Podziemski, Gary Payton, Buddy Hield, Kevon Looney. Tu vois, il y a encore une vraie rotation derrière, avec maintenant une vraie deuxième star définie, un Draymond Green, Jonathan Kuminga. Cette équipe, elle va faire mal. Hein. Je suis les Rockets ou les Grizzlies, je ne suis pas super confiant si sur le premier tour, je tombe contre une équipe des Warriors qui, en plus, si elle s'est qualifiée pour les playoffs, ça veut dire aurait terminé la saison sur une très belle dynamique. Et tu vas jouer une série de playoffs contre Stephen Curry, Jimmy Butler. Curry, il en a encore dans les jambes. Butler, pour répondre à ta question, moi je suis persuadé que bien sûr qu'ils peuvent faire mieux. On a vu en fait, Butler, on commence à voir quel type de mec c'est. C'est quand même un mec un peu boudeur en fait. C'est quand même un mec un peu chiant, voire même très chiant. Et clairement, à Miami, il avait plus envie de jouer. Il avait plus envie de jouer. Il se mettait dans le corner. Voilà. Il se plaignait il se plaignait même pas vraiment de son. Tu vois, il était plus là. Il était plus là mentalement. Il voulait les faire chier. Il voulait leur rappeler qu'il n'est pas content. Là, il va arriver dans un autre mindset. Et moi, je pense qu'on va avoir un Butler, comme tu l'as dit, qui... Ah ouais, bah, ce mec-là, au final, après tout, il y a 2 ans, il mène son équipe en finale NBA, tu vois. Donc, attention à Golden State, quand même. D'autant que c'est vrai qu'il a toujours fonctionné comme ça, en fait. Que ça soit d'avoir été drafté bas et d'avoir réussi à grimper les échelons jusqu'à se hisser à un niveau qu'on n'imaginait pas, être tradé et le prendre super mal et montrer à chaque fois qu'il avait été échangé ce qu'il valait, être aux Wolves et se dire, ah ouais, c'est ça c'est ça vos stars. Maintenant, moi, je vais vous montrer ce que c'est une vraie star. C'est quand même un mec hyper orgueilleux. Et là, effectivement, là, maintenant, tout le monde le regarde, quoi. Parce que là, tout le monde nous dit, moi, tu voulais changer d'équipe, bah vas-y, montre-nous ce que tu vaux sur le terrain. Donc, je pense que la motivation, elle va être énorme. La question, c'est de voir comment il s'intègre, en fait, dans le style de jeu des Warriors, qui est très différent de ce qu'il a connu, sachant que voilà, il reste pas beaucoup de temps sur la saison pour se familiariser avec tout ça. Et vous en pensez quoi du trade pour Miami, du coup ? J'ai l'impression que c'est... Ouais, vas-y, Shai. Non, c'était juste rapidement parce que on a quand même à la base aussi beaucoup imaginé ce que ça pouvait vouloir dire pour Miami. Qu'est-ce qu'ils récupéraient ? Est-ce qu'ils voudraient une autre star ? Est-ce que c'était... Là, j'ai l'impression que leur priorité, c'était quand même de s'assurer... Bon, déjà, en ne prolongeant pas Butler, qu'ils auraient du cap space en 2026. Donc, c'est là qu'ils espèrent faire un gros coup à un moment, j'imagine. Ils récupèrent un titulaire plutôt bon. Wiggins, il faudra voir s'il est dans l'état d'esprit d'être à fond avec Miami, qui est sur un contrat plutôt bon aussi, plutôt favorable. Et il y a le premier tour de draft qui est pas mal finalement aussi, qui est pas inintéressant. J'ai l'impression que le retour est un peu moins important que ce qu'on imaginait dans un premier temps, avant que tout parte en cacahuète en NBA, mais que c'est finalement pas si mal et qui s'offre au moins une tranquillité d'esprit et la possibilité de passer à autre chose. Ça y est, maintenant, comme Antoine le dit souvent, on va pouvoir voir que Tyler Herro mérite d'être l'option principale offensive d'une équipe, voilà, au niveau All-Star. Bam Adebayo est toujours là, c'est quand même important, c'est un peu le taulier maintenant de l'équipe. Il y a toujours Spoelstra, il y a toujours Pat Riley, donc il y a les meubles, les murs sont toujours là. Je sais pas, vous en pensez quoi du trade pour Miami ? J'ai du mal j'ai tout de suite pensé à Golden State, mais c'est vrai que Miami c'est aussi important, mine de rien. En fait, la question c'est, je pense que tu peux l'évaluer de 2 manières en fonction de si tu considères le rendement actuel de Jimmy Butler au Heat et la valeur potentielle de Jimmy Butler. En fait, c'est 2 choses un peu différentes.
Dans le sens où je pense qu'à l'heure actuelle, vu comment ça se passait avec Jimmy Butler et vu son niveau de jeu et d'implication, c'est un move qui rend Miami meilleur en fait. Parce que je pense que Andrew Wiggins, c'est un joueur qui colle parfaitement avec la philosophie de jeu du Heat. En termes de fit basket, si vraiment le ballon il est entre les mains de Tyler Hero, c'est parfait. Il va pouvoir jouer comme aux Warriors, faire des coupes vers le panier, défendre dur, mettre ses tirs à 3 points avec un meilleur même rendement qu'un Jimmy Butler quand c'est les autres qui créent du jeu. Et en même temps, si à un moment tu as besoin d'une isolation ou tu as besoin d'un contre 1, il peut quand même le jouer. Donc je pense que ça, c'est très bien. Je pense que le premier tour de draft de l'an prochain est vraiment intéressant parce que dans le sens où c'est un pic que va récupérer le Heat à coup sûr. C'est pas là, tu sais que voilà. Les Warriors l'an prochain ils vont pas récupérer un choix de draft entre la première et la 10e place, donc tu auras ce pic à voir où il sera, mais c'est Miami, c'est toujours, enfin Miami draft très bien quand même. S'ils ont un pic au premier tour, ils vont en récupérer un joueur qui pourra leur servir, donc ça je trouve que c'est intéressant. Et voilà ce que tu dis, ils tournent la page. Donc aujourd'hui en fait moi je serais pas étonné que Miami remonte même et fasse une belle fin de saison, et encore une fois ça sera une équipe qu'on voudra pas jouer quoi. C'est une équipe qui va être galère à jouer. Par contre, c'est sur le long terme. Quand tu avais un joueur comme Jimmy Butler, effectivement, donc là, je vais parler du Jimmy Butler potentiel. Bah oui, tu dis, oui, il y a quelque chose qui a été... Il y a quelque chose qui a déconné, en fait, que ça soit de la part du joueur, que ça soit du management. Normalement, tu dois pouvoir espérer soit garder un Jimmy Butler à plein de sa motivation, soit avoir un meilleur retour sur investissement. Mais au bout du compte, vu la situation, je trouve que Miami s'en sort pas trop mal. Moi, je trouve que c'est un bon trade pour Miami. Je trouve que c'est un bon trade pour les mêmes raisons que tu as dit. C'est-à-dire que là, dans l'immédiat, Wiggins et PJ Tucker en tant que vétéran. Mais Wiggins et Kyle... Ouais, non, en tant que mentor, pas sur le terrain. Ah oui, pardon. En tant que vétéran dans le vestiaire. Juste reprendre, il va reprendre le spot du Donis Haslem, quoi. Que sur le vestiaire. Oui, voilà, exactement. C'est exactement ça. Mais Andrew Wiggins et Kyle Anderson sur le terrain, Miami, c'est une équipe de playoff cette année. C'est une équipe qui va sans doute jouer les playoffs. Donc voilà, c'est plus solide. Comme tu l'as dit, Butler, de toute façon, il jouait plus. On a déjà tourné cette page. C'est un bon fit Wiggins de Hero et Adebayo. De toute façon, c'est ça. Aujourd'hui, l'équipe, c'est Hero, Adebayo avec le futur axé sur un peu Kelly Oubre et Rémi Raquez. Deux joueurs qui ont été draftés en 15 et 18. C'est là où vont sans doute drafter le Heat avec le pick des Warriors. Donc encore une fois, ils ont fait deux très beaux coups avec 15 et 18. Peut-être qu'ils le feront encore une fois. Et effectivement, tu as parlé de 2026, Shai. En fait, il y a toujours cette optique. En fait, le Heat peut toujours refourguer assez facilement le contrat de Wiggins s'il fallait vraiment libérer du cap. Beaucoup plus facilement que le contrat de Butler si Butler avait pris son option à 50 millions. Donc, de toute manière, si en 2026, il y a une superstar disponible, tu as des jeunes à proposer, tu as le contrat de Wiggins à envoyer. En fait, tu gagnes de la flexibilité. Et une équipe comme le Heat, qui n'est pas vraiment candidate au titre, mais qui n'est pas mauvaise non plus, c'est un luxe énorme d'avoir de la flexibilité. C'est-à-dire, quel que soit peu importe ce qui se passe, on va pouvoir s'adapter et on va trouver une route à suivre. Et ce trade, c'est exactement ce qu'il permet aujourd'hui au Heat. Et je pense que tu pouvais malheureusement pas récupérer plus avec tout ce qui s'est passé, avec le trade de Doncic qui dérègle un peu le marché. On voit normalement, il n'y a jamais... À chaque année, on nous promet 50 All-Stars le soir de la deadline. Il n'y a rien qui se passe. Là, d'un coup, en 3 jours, on a 5 All-Stars qui sont tradés. C'est pas un hasard. Tout a été déclenché par ce trade de Doncic. C'est peut-être pas fini d'ailleurs. Hein. Et c'est sans doute pas fini. Et Miami s'en sort bien. Et finalement, a une contrepartie même presque plus grande que ce qu'il ne pouvait espérer, même si effectivement, ça reste... entre guillemets, pas ce que vaudrait Jimmy Butler en tant que superstar, tu vois, mais sa valeur avait beaucoup baissé. Il y a un scénario où le Heat prenait même pas un premier tour. Hein. Il y a un scénario où si ça se faisait avec les Suns, ils prenaient un premier tour. Oui, si, peut-être un pic, mais mais surtout des seconds tours au final. Donc non, je pense que c'est pas mal quand même pour Miami. Ouais, et ils vont mettre combien de temps à... Parce que bon, logiquement, le maillot de Butler, dans quelques années, avec ce qu'il a fait à Miami, il devrait être retiré. Mais vu la manière dont ça s'est terminé, est-ce qu'on va pas avoir un truc genre comme Kevin Garnett avec les Wolves Parce que c'est fou. Parce que quand tu regardes ce qu'il a fait avec Miami, première apparition en finale depuis la fin de l'ère LeBron, jamais une tête de série, une équipe classée 8e ou passée par le play-in était allée en finale. Il fait 3 finales de conf en 4 ans, 2 finales NBA. Enfin, c'est... Le passage de Butler, il est assez magnifique quand même, finalement. Mais ça se finit mal. Moi, c'est ça qui m'attriste un peu et j'espère juste que d'ici 1 an ou 2, ça sera un peu lissé, que Riley et Butler vont reparler et qu'on ne va pas attendre 2047 pour un retrait de maillot. Quoi.
Après, oui, ça s'est toujours mal fini. Hein. Encore une fois, Dwayne Wade est parti à. Mais ça s'est rabiboché vite après. Oui, ça s'est rabiboché relativement vite. Oui, mais au moment où c'est parti. Oui. Shaq a été tradé, Wade est parti, LeBron, on lui a dit si tu veux faire le boss, t'as qu'à partir, il est parti. Ça s'est quand même toujours passé comme ça. Donc, c'est décevant, effectivement, mais effectivement, c'est ce que tu dis, ça les a pas empêchés de se rabibocher par la suite. Donc, voilà, il y a le temps. Hein. Il y a le temps, il faut avoir ça à la fin de sa carrière, effectivement. Ouais. On enchaîne, il y avait d'autres trades intéressants. Vous voulez enchaîner, on enchaîne sur d'autres trades ou est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez aborder encore dans celui-ci Non, Alors, je vous propose qu'on enchaîne avec celui qui a fait saigner les yeux d'Antoine Pimel hier. Chris Middleton échangé contre Kyle Kuzma. Écoute, je vais m'arrêter là. Je vais te laisser la parole, Antoine. Eh ben, je vais vous surprendre. Alors, c'est un deal que j'aime pas. Hein. Je vais pas vous mentir. J'étais en rendez-vous quand il y a eu le deal et c'est marrant parce que j'ai reçu plein de messages. Pareil, à chaque fois qu'il y a des trucs qui impliquent les bugs ou des machins comme ça. Et le premier message que j'ai vu, Théo, c'est le tien. C'était Antoine pose ce couteau. Et t'as répondu, vous mentez. T'as juste mis ça. Non, j'aime pas le deal, mais je trouve tu vois, à chaque fois, j'accorde de l'importance à mettre de la nuance. Je pense que le seul deal sur lequel je peux mettre aucune nuance, c'est celui de Luka Doncic aux Lakers. Je le répéterai autant de fois que possible. Mais sur celui-là, je suis capable de mettre de la nuance. J'aime pas le deal déjà parce que j'ai envie de voir les Bucks aller loin. Et pour moi, la condition pour que les Bucks aillent loin, c'était un grand Chris Middleton. Alors, je pense qu'un grand Chris Middleton, c'est un truc sur lequel on peut faire une croix au final. À un moment, il faut se rendre à l'évidence. Un grand Middleton, on ne le verra plus. Par contre, quand je dis un grand Middleton, si ce n'est pas Middleton, c'est un mec dans son registre, c'est-à-dire un playmaker, un mec qui est capable de créer du jeu. Et Kuzma, ce n'est pas ça. En fait, Kuzma, aujourd'hui, il n'est pas dans le même registre. Par contre, je pense qu'il est plus fiable, dans le sens où tu sais qu'il sera en bonne santé. A priori, il y a un mec qui le résume très bien. J'ai vu un de nos utilisateurs, j'ai oublié son pseudo, mais qui en session a dit en fait, avec le trade, les Bucks sont pas candidats au titre. Par contre, ils ont peut-être plus de chances de passer le premier tour. Et sur ça, je suis assez d'accord. En fait, je me dis que Kuzma, ça m'aurait plu si c'était la 4e option. Il y a un de mes potes qui m'a dit ouais, j'attends de voir en 3e option. Je le comprends, mais moi, j'aurais trouvé ça intéressant si Kuzma, c'était la 4e option. Là, il arrive dans un autre registre. Voilà, il va pouvoir permettre aux Bucks d'être un peu plus athlétiques, de jouer un peu plus vite. Le 5 majeur sera un peu plus fort. Ça dépendra aussi s'il met des 3 points. Donc, je ne pense pas que ce soit complètement un mauvais deal. Je pense que c'est un deal qui a une forme de sens. Ça nous fait marrer parce que Kuzma, on se fout de sa gueule, les Wizards, tout ça. Mais c'est quand même un gars qui a été solide dans une équipe championne. Il a une bague de champion, tu vois, Kyle Kuzma. Et tout dépendra justement de ça, de son adresse à 3 points et de sa capacité à se remettre dans un mode de non, mais là, maintenant, ici, mon gars, ça joue sérieux. Tu vois, genre, c'est fini tes conneries. Tu viens, tu te mets dans ton rôle et c'est ton rôle. Genre, tu as ton rôle, t'es 3e option. Je pense qu'il saura le faire. Tu défends, etc. Tu mets des 3 points et on sera content de t'avoir fait venir. Mais donc voilà. Après, voilà, je suis un peu triste. Je suis triste que Middleton n'ait jamais retrouvé son niveau. Ça me fait un peu chier. Je ne vais pas vous le cacher. S'il y avait eu une recrue à Milwaukee, si Middleton devait être sacrifié, j'aurais préféré que ce soit pour un autre joueur que Kuzma. Mais si je suis réaliste, je sais que ce n'est pas un deal catastrophique pour Milwaukee. Et surtout, attention, c'est un deal qui permet à Milwaukee de passer sous le 2e apron et de faire d'autres deals, en fait. C'est peut-être que le premier de plusieurs deals. Et d'ailleurs, ils ont direct fait venir Jericho Sims de la part des Knicks. Et il y a encore d'autres deals possibles pour les Bucks. Donc voilà, je pense dans le fond, en fait, c'est pas un mauvais deal, quoi. Ouais. Vas-y, tu disais que Kuzma est champion. Nick Young aussi, il a gagné une bague NBA. Bon. Il a eu plus d'importance que Nick Young quand il se gagne. Je fais le hater, je sais. Moi, ça m'attriste pour Chris Middleton. Je ne sais pas à quel point, c'est toujours pareil dans ce type de transactions, je ne sais pas à quel point lui était OK pour partir. Je ne peux pas imaginer qu'il soit ravi d'atterrir à Washington, même si c'est peut-être juste un point de transit. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise, Middleton, un des plus importants. Ça fait quoi, 12 ans qu'il est là. Sans lui, il n'y a pas de titre. C'est le lieutenant de Giannis, le lieutenant parfait pour Giannis quand ils sont champions. Ça n'a pas très bien marché quand ils ont essayé de virer un joueur important de l'effectif la dernière fois, enfin de trader un joueur important de l'effectif. Je suis comme toi, je pense que j'aurais accepté comme dommage collatéral le départ de Middleton si ça avait été pour un autre joueur.
Si ça facilite l'avenue d'autres, ça facilite d'autres moves et que ça s'avère être bon pour eux, pourquoi pas. J'aurais préféré qu'ils s'en tiennent à Middleton et que même s'il était moins bon, moins en forme, qu'ils essayent quand même de le conserver, quoi. Et pas de le faire partir à Washington pour Kyle Kuzma. Je sais pas à quel point Giannis est d'accord ou pas avec je crois que pour l'instant, il se dit qu'il était d'accord avec ce move-là. Ça me surprend un peu aussi. Je sais pas trop quoi en penser. Sur le papier, j'aime pas comme toi. J'aime pas ce deal. Je sais pas s'il y avait mieux sur le marché à faire pour eux, mais Kuzma est un bon scoreur et en tant que troisième ou quatrième option, pourquoi pas, mais ça m'emballe pas. J'ai pas l'impression que ça augmente radicalement leur plafond et leur chance de titre cette année. Bah, pour cette année, je suis comme vous en fait. Je pense pas, effectivement, si tu avais encore l'espoir de retrouver un Middleton, alors pas à 100% comme celui qui leur a permis d'être champion, mais c'est quand même un joueur de cette facture-là ou de ce qu'il a pu montrer parfois en playoff l'an dernier, bah, tu perds en fait. Pour moi, tu perds. Par contre, c'est pas sûr que tu allais avoir ce joueur-là. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, je trouve, et ça on l'avait vu venir, c'est qu'en fait, à mon sens, c'est avant tout une décision contractuelle. Chris Middleton, il est en fin de contrat, il peut être free agent cet été. Est-ce que les Bucks auraient voulu remiser sur lui cet été? Je pense que le nœud de la question, il est vraiment là, en fait. Je pense pas que Milwaukee, vu ses problèmes de santé, aurait voulu s'aligner sur ses demandes contractuelles cet été. Donc, c'est une manière de préparer soit ce que tu dis, Antoine, d'autres moves qui vont arriver maintenant, mais c'est, à mon avis, vraiment orienté vers cet été. Et ça veut dire quand même, quelque part, à mon sens, hein, aux Bucks de nous dire, de nous prouver le contraire, mais qu'il y a t'as en partie fait une croix sur cette saison, en fait. C'est que à mon sens, tu es déjà en train de voir comment tu vas pouvoir rebondir l'an prochain. Donc c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, en termes de, il y a un moment quand tu es une franchise, il faut aussi que tu sois suffisamment réaliste pour évaluer les chances de ton équipe d'aller au loin. Alors peut-être que Antoine, tu me diras, peut-être que tu seras pas d'accord, peut-être que tu penses qu'il y a quand même un vrai shot pour cette équipe des Bucks de jouer le titre cette année, mais je le vois pas des masses. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu as fait venir Damian Lillard, tu savais que c'était jouer le titre ou pas, ou rien quasiment, et tu savais que la fenêtre serait courte. Et un petit peu la difficulté, c'est que tu dis, bon, bah, c'est peut-être encore une saison où on a commencé trop tard à se mettre en branle, parce que le début de saison a été cataclysmique, même si maintenant Milwaukee est redevenu une équipe dangereuse. Hein, je dis, ça j'en retire rien, mais j'ai l'impression que ça va être quand même trop court en termes de talent. Kuzma, si je veux regarder du côté objectif, enfin positif plutôt, je suis d'accord avec toi, Antoine, sur le fait que tous les soirs, tu vas savoir ce qu'il va t'apporter. Et que ça c'est quand même quelque chose de positif, en fait. Parce que tu n'es pas demandé si ton joueur sera disponible ou pas. Tu sais que c'est un moins bon joueur que Chris Middleton, mais tu sais que son rôle va être extrêmement bien défini, et donc il aura juste à rentrer dans la case. Donc ça, c'est intéressant, mais je pense qu'en termes effectivement de plafond, voilà, en termes de plafond potentiel, ton équipe fait un petit pas de recul, quoi. Moi, je sais pas si le plafond il baisse. Je pense que justement, comme toi, je pense pas que les Bucks puissent gagner le titre. Des fois, je suis un peu ils ont Lillard, Giannis, mais si on est très réaliste, cette équipe, si elle va déjà en finale de conférence, c'est déjà énorme en fait. Si elle arrive à sortir Cleveland, ce qui m'étonnerait, tu vois, ce serait déjà énorme. Je pense que le plafond il bouge pas en changeant les deux. Par contre, le plancher, je dirais qu'il augmente. Et ça rejoint un peu ce que disait le gars, tu vois, en mode, ouais, tu n'es pas candidat au titre, mais tu as plus de chances de passer le premier tour. Le contrat de Kuzma, il est dégressif. Donc, de toute façon, pareil, c'est bien pour tes finances. Et maintenant, je vais vous lancer sur une théorie complètement folle. Parce que, en fait, là, ce move, par contre, il peut être décisif dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que selon ce que font les Bucks ensuite, ça peut être vu comme le premier move. On va dire que le premier, ça serait celui de Lillard, mais le move qui peut te faire partir Giannis. Tout comme ça peut être le move qui peut relancer ta dynastie, qui peut relancer ton équipe si tu arrives derrière à faire quelque chose. Et moi, j'ai un move complètement fou, qui est un move désespéré et qui est sans doute un mauvais move. Mais que, en tant que mec des Bucks, moi, je l'aurais fait. Je le fais, ce move. Je ne pense pas que les Suns le fassent. Mais aujourd'hui, tu es passé sous le deuxième apron, tu peux faire un trade un peu plus facilement. Il faut que tu respectes l'équipe des salaires. Moi, je fais le paquet pour aller chercher Kevin Durant. J'essaye d'arnaquer les Suns. C'est pas un mauvais GM d'ailleurs, James Jones aux Suns. Je pense qu'il a été piégé un peu par Matisse Bia. On sait qu'aujourd'hui, les Suns, ils n'ont pas pu faire Butler. Les Suns, ils vont avoir cruellement besoin de dégraisser
leur masse salariale. Là, les Suns, ils vont payer la plus haute luxury tax de tous les temps pour une équipe qui est absolument pas faite pour gagner. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Kevin Durant se retrouve là un peu sur le marché. Il y a plein de rumeurs sur Kevin Durant. Alors, a priori, il ne devrait pas bouger. Mais si je suis les Bucks, franchement, j'essaye. Et j'essaye comment ? J'envoie Kyle Kuzma en leur expliquant il est jeune, il va vous aider à rester compétitif cette année parce que vous avez besoin de rester quand même un minimum compétitif parce que les Suns, ils n'ont pas leur pic. Il va avoir 30 ans quand même. Il n'est pas vieux, mais... Oui, c'est vrai. Il est pas jeune. Ok, j'aurais pas dû dire jeune. Mais j'étais surpris. Hein. Dans ma tête, il avait 25 ans encore. Tu vois, il a été drafté tard, je crois. Ouais. Mais donc, Kyle Kuzma, il peut t'aider en tout cas à rester un minimum compétitif et son salaire est dégressif. Donc ça, c'est parfait pour toi. Tu vas pouvoir en faire des économies. J'envoie Brook Lopez dont le contrat expire. Donc, pareil, ça ne va pas t'handicaper. J'envoie pas de Connaughton qui a un petit contrat. J'envoie un premier tour de draft et 4-5 second tours. Si je peux mettre un deuxième premier tour, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible, je le mets. Et en échange, je demande Kevin Durant et Mason Plumlee. Donc, je perds Brook Lopez, je perds le anchor de ma défense. Mais derrière, je me dis, OK, ma défense, elle va tourner autour d'Giannis. J'ai Plumlee qui fait le pivot. J'ai Giannis, j'ai encore Bobby Portis, j'ai Lillard, Durant et Giannis Antetokounmpo. Et je mise tout sur le talent. Mon effectif est déséquilibré. Mon effectif est désespéré. Mais je me dis que j'ai le meilleur big tree de la ligue et je tente autour de ça. Après, pourquoi les Suns l'acceptent ? Ce serait une grande question. Il y a un pic. Non, ah oui, pardon. Le pic que j'envoie, par contre, j'envoie pas n'importe quel pic. Les Bucks, ils peuvent en transférer. Je sais qu'ils peuvent pas transférer avant 2031. Mais celui de 2031, je le mets non protégé. Je prends le risque. Je leur dis, regardez, tenez, j'aurai plus Lillard, j'aurai plus Durant, peut-être même j'aurai plus Giannis. Donc peut-être vous aurez un super pick, mais vous me donnez Kevin Durant à la place de récupérer 2 picks des Rockets qui vont être heavily protected ou de toute façon ça va vous servir à rien. Je vous donne ça. Et en échange, Kevin Durant, il reste pas dans votre conférence. Donnez-moi Kevin Durant. Je suis les Bucks, je le fais. Mais les Bucks, ouais. Mais pour les Suns, là tu demandes un move prospectif à un proprio qui 24 heures après son arrivée a dégommé mais il fait marche arrière. Mais il est en train de faire marche arrière, Matisse Bia, parce que là il voit la facture là, mon gars. Là il voit la facture arriver et c'est une facture que personne n'en a jamais payé une. Et ils sont en train de faire marche arrière, les Suns. Ils sont en train de faire des deals pour tenter de réduire leurs coûts. Ils visent plus le titre. Ils visent plus le titre et s'il y a un transfert de Kevin Durant, soit à Houston ou n'importe quelle autre équipe, ça va être purement dans le but de faire des économies et la contrepartie sera pas folle. Après oui, il y a plein d'équipes qui peuvent proposer plus que les Bucks. C'est pour ça que je vous le dis, je suis pas sûr que les Suns acceptent cette contrepartie, mais ils ont besoin de dégraisser. Pourquoi pas ? Je suis désespéré par les Suns, tu l'as dit tout à l'heure, parce que je sais pas à quel point ils ont planifié ou pas tout ce qui allait se passer, à quel moment ils se sont dit que faire ça ou ça était une bonne idée, mais quand tu regardes leur situation aujourd'hui et là sur les dernières heures, ils sont en mode panic move sans réussir à faire de panic move. Ils ont, pendant 2 mois, pourchassé Jimmy Butler en se disant que c'était facilement faisable alors que Bradley Beal était là et qu'il avait une clause de non-trade. En dernière minute, ils se tournent en se disant bon, on ne pourra pas le faire. Donc, on va voir si KD intéresse du monde sur le marché. Il intéresse du monde, mais lui, il ne veut pas aller n'importe où non plus. Donc, les équipes qui négocient avec les Suns ne veulent pas d'un joueur qui ne soit pas... Tu vois, typiquement avec les Warriors, je pense que si KD avait été OP, peut-être que ça se serait passé. C'était impossible qu'il revienne. Ça aurait été compliqué. Voilà. Et tout ça avec la plus grosse masse salariale possible pour une équipe ils sont à 50% de victoire là, je ne suis même pas sûr. Ils sont 10e à égalité avec les Warriors. Alors qu'ils ont Devin Booker qui est théoriquement dans son prime. Enfin, c'est catastrophique la situation. Et pour ça que même si là tu dis qu'il donne l'impression d'être en train de faire marche arrière, j'imagine pas Matisse Bia ou même James Jones qui n'est pas incompétent, mais qui lui aussi, comme d'autres GM probablement dans cette ligue, suit un peu les consignes qu'on lui donne pour sauver son job. Je les vois pas faire un move, se dire bon allez, on va anticiper quand ça ira pas, 2031, ça peut être cool. Je serais agréablement surpris, mais j'y crois pas une seconde. Donc je veux bien voir du point de vue des Bucks, je le fais. Je suis comme toi, je le fais, ça se tente en fait. Ça se tente parce que KD, Lillard, Giannis et autour tu bricoles un peu. J'aime pas spécialement les Big Three, mais pourquoi pas ? Il est pas déconnant ce Big Three quand même. Mais du côté des Suns, je sais pas pourquoi ils le feraient. Enfin, ils sont à part que ça y est, s'ils ont réalisé que c'était foutu, mais je suis même pas sûr que ce soit le cas encore. En fait, pour les Bucks, moi le trade est cool, hein, mais moi je le ferais pas pour les Bucks en fait. Je pense que
je pense pas que tu gagnes avec cette équipe-là et que derrière tu fais une croix sur tout ton avenir. Et pour les Suns, en fait, comme toi, Shai, je pense pas qu'ils le feront pas pour des questions d'ego. Par contre, pour les Suns, pour l'avenir, il y aura pas de juste milieu. S'ils veulent repartir, ils vont être obligés de tout raser. Ça sera impossible de reconstruire sur le fil et juste de bouger Kevin Durant, parce que le moment où tu bouges Kevin Durant pour faire un trade comme ça, et il y en aura certainement un, dans la minute, tu as Devin Booker qui demande à être tradé. Donc de toute façon, il n'y a que comme ça que tu pourras te reconstruire, et il faut que tu acceptes le fait que tu vas tout perdre et que tu repartiras de zéro, comme d'autres franchises l'ont fait. Mais ils vont transférer Devin Booker le jour où ils transfèrent Kevin Durant. Parce qu'ils peuvent pas, comme tu l'as dit, ils peuvent pas tanker les Suns. Ils peuvent pas tanker parce qu'ils ne possèdent pas leur pick. Par contre, si tu transfères Kevin Durant, derrière, tu es obligé de transférer Booker et même transférer Booker sans doute aux Nets pour récupérer tes pics, en fait. C'est ça le pire, c'est que tu peux même pas le transférer n'importe où. C'est que tu vas devoir l'envoyer à Brooklyn et en échange récupérer tes pics du premier tour que tu as cédé, comme on fait justement les Nets en envoyant Mikal Bridges aux Knicks. Et je pense que les Nets, tu vois, quelque part, ils attendent ça. Et sans doute qu'ils viseront une deuxième superstar en plus de Booker. Ils vendront un Booker, bah t'inquiète, tu viens, mais on te récupère via un trade, mais t'inquiète, c'est pas fini, on va prendre quelqu'un d'autre. Ils ont 15 pics. Donc on vit déménager les Suns aussi ou quoi? C'est quoi il y a des casinos non, mais tu vois, il faudra reconstruire. Une fois qu'ils auront récupéré leur pic, ils pourront tanker, comme l'ont fait d'autres équipes, et repartir de zéro. Et alors, ma contrepartie, elle est faible là sur Durant, mais quand il y aura le trade de Durant, ne vous attendez pas à une bien meilleure contrepartie. Hein. Non. Déjà, ça va pas être beaucoup plus chaud que ça. Hein. Ils vont pas récupérer beaucoup les Suns en échange de Kevin Durant. Et là, t'as raison. Je pense l'ego, c'est peut-être ce qui peut bloquer le plus ce trade. C'est en mode non, mais quand même, on est encore 10e à 25-25. On a Durant, Booker et Bill. Venez, on essaye de voir ce que ça donne. Et quelque part, ça serait même pas con, tu vois, de se dire, bah, viens, on essaye de voir si on joue les playoffs quand même, encore une fois, tu vois, plutôt que de le faire là, maintenant. Et je pense que c'est pour ça que Durant ne bougera peut-être pas d'ici ce soir. Mais les Suns vont avoir besoin de dégraisser. Et si c'est pas là, maintenant, ça sera cet été, quoi. Et si j'étais Milwaukee, je t'ai dit, je serais en train de pousser. Moi, je pousserais parce que de toute façon, je ne gagne pas avec Kuzma non plus. Mais au moins, Giannis, ça fait genre, regarde, on t'a ramené Kevin Durant quand même. Et ces trois-là ensemble, en fait, c'est presque plus pour le kiff. Là, je suis même plus sur vraiment le titre, c'est le kiff, tu vois. Et l'équipe, elle serait déséquilibrée, mais il y aurait Plumlee, Jericho, Sims. C'est très faible au poste de pivot, mais Giannis, il jouerait beaucoup pivot. Tu aurais encore Bobby Portis. Donc, tu as un secteur intérieur qui est pas bon, mais qui est pas vide. Il est pas bon, hein. Je reconnais qu'il est pas bon, mais c'est pas vide. Giannis, il jouerait sans doute beaucoup pivot. Kevin Durant, tu aurais encore André Jackson Jr. qui défend bien, qui pourrait bien coller avec les stars. Tu aurais encore Gary Trent pour mettre des shoots. Tu aurais encore qui d'autre? Attends, j'avais fait la rotation. C'est pas si dégueu en fait. C'est pas ouf, mais c'est pas complètement dégueu. Il y aura encore Taurean Prince et il y aura encore AJ Green en plus de Lillard. Donc après, tu as une blessure d'une TT star, t'es foutu. Ta masse salariale, elle est cramée. C'est vraiment un move désespéré. Mais pour le kiff, et je pense que ça ferait vibrer un peu les fans des Bucks qui doivent se dire, mais parce qu'en fait, ton avenir, il est déjà presque cramé, même en récupérant Kuzma, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas un gros move dans les pattes. Là, au moins, celui-là, je suis le mec des Bucks jusqu'à 20h59 heure française. Je pousse en mode, mais vas-y, mec, regarde ta luxury tax, gars, faut que tu fasses des économies. Notre premier tour, tu sais, je lui vends même le truc. On n'aura plus Giannis en 2031, on sera baisé. Tu vas avoir un super pic. Pense un peu à l'avenir, tu vois. Pense, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vois? Je un truc comme ça, mais j'essaie de pousser, tu vois, pour ce trade. Ouais, j'arrête là-dessus. Très très beau. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'idée de trade en mode va-tout, je mets tout au milieu all-in d'Antoine. Il y avait d'autres trades, alors ceux-ci pas prospectifs, mais qui sont bel et bien produits hier. Allez, je vous propose qu'on enchaîne avec ce qui s'est passé aux Lakers. On savait, ils avaient besoin d'un big man pour remplacer le départ d'Anthony Davis, et ils ont fait venir Mark Williams en provenance des Hornets. Shai ou Antoine, je ne sais pas si l'un de vous a tous les tenants aboutissants du trade pour qu'on se remette ça en tête. J'ai ça si vous voulez, effectivement. Ça faisait partie des cibles, hein, et ils ciblaient à l'intérieur, les Lakers, on savait, et ils récupèrent donc Mark Williams. Je vous dirai après ce que j'en pense, mais dans les détails, les Lakers envoient Dalton Connect, donc leur rookie de cette année, plutôt prometteur. Mais également, que je dise pas de bêtises, Cam Reddish, un échange de pick possible en 2030 et un premier tour non protégé en 2031. Voilà ce que ça donne sur le papier.
Après, je peux vous dire ce que j'en pense dans la foulée. Ouais. J'aime beaucoup Mark Williams depuis la fac, même à Duke. Je trouve que c'est un super joueur. Et dès qu'il joue, c'est une machine à double-double. C'est un mec athlétique, très dans la verticalité. C'est exactement ce dont ils ont besoin, en fait. Hein. Là, donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Par contre, je trouve que c'est un risque extrêmement important de la part des Lakers. Parce que son problème, c'est la santé, justement. En fait, depuis qu'il est en NBA, il est arrivé en 2022, 15e pick de draft. Il fait 43 matchs sur sa première saison, 19 sur la deuxième. Et là, il a déjà manqué. Donc, il a joué 22 matchs sur 48 possibles. Donc, il a manqué plus de matchs qu'il n'en a joué cette saison. Ils ont là, visiblement, ils ont dit qu'ils avaient la garantie qu'au niveau médical, c'était clean et qu'ils avaient confiance dans le fait qu'il serait apte à jouer à l'avenir et dès maintenant. Mais voilà, le pic non protégé de 2031, Connect, qui est quand même, je trouve, plutôt adapté à une équipe où il y a Luka. Si tu penses à une équipe qui est articulée autour de Doncic, je pense qu'un shooter comme Connect, c'est sur un contrat favorable, c'est quand même très très appréciable. Donc c'est un pari. Je dis pas que c'est mauvais ou quoi, je dis que c'est un vrai pari et que c'est un peu, ça me semble un peu risqué. Ils avaient vraiment envie de le faire, ils avaient envie de récupérer un pivot et il a que 23 ans, donc on peut aussi se dire qu'à un moment la santé va suivre, mais voilà ce que je pense de ce deal-là. Moi, je suis très étonné, j'en parlais rapidement avec Antoine avant qu'on commence le pod. Là, ce qui m'a le plus étonné, c'est que Dalton Knecht soit parti, parce que pour moi, c'était quasiment l'un de ceux que je voyais comme intransférable du côté des Lakers. Alors, pas parce que le potentiel, je vous dis pas que c'est le futur Ray Allen, mais parce qu'en fait, un shooter élite comme lui, avec LeBron et Luka, pour moi, c'était vraiment celui qui était le fit parfait sur un contrat rookie. Au-delà d'être un excellent shooter, il est grand, il est athlétique. Je le voyais pas du tout partir, et limite en fait je me disais bon bah si les Lakers veulent aller chercher un autre joueur d'impact, je pensais qu'Austin Reeves serait peut-être plus facilement sacrifiable, parce que de toute façon tu dis bon bah on a Luka et LeBron, on a nos deux créateurs, on peut les faire jouer ensemble, on va les faire jouer par moments où ils seront avec la second unit pour qu'on ait de la continuité. Même si j'aime beaucoup Austin Reeves, je me disais que bah finalement bon bah ce qu'il peut apporter sur le terrain était peut-être plus facilement remplaçable. Je suis extrêmement étonné que Dalton Knecht soit parti. En fait, c'est aussi parce que je pensais pas forcément. Alors, Mark Williams, c'est pas un All-Star, mais j'étais pas certain que les Lakers se viseraient aussi haut, en fait. Moi, tu vois, parmi les joueurs, je me disais, bon, bah, dans tous les big man qu'il y a du côté des Blazers, que ce soit Robert Williams, qui a lui aussi ses problèmes de santé, tu vois, mais je me disais, bon, bah, c'est un coût moindre, en fait, tu vois, potentiellement, je pense que ça te coûte moins que d'aller chercher Mark Williams. Donc, c'est là-dessus que je suis très étonné. Alors, bien sûr, si Mark Williams, quand il est sur le terrain et qu'il est bon, il est très bon, en fait. Et en plus, dans un cadre catastrophique. Je veux dire, non, sérieusement, tu vois, les Hornets, on peut me dire ce qu'on veut, mais jusqu'à cette année, il était dans un cadre qui était quand même pas propice à des performances. Donc, sur le papier, c'est vraiment intéressant pour les Lakers. Par contre, c'est quand même un gros risque. Et je me dis, mais qui va mettre des shoots maintenant aux Lakers? Qui va étirer le terrain quant à LeBron et Doncic? Parce que Cam Reddish, je sais pas qui pesait, tu vois, mais à la base, c'était censé, je remonte au moment de sa draft, être un shooter. Là, je suis assez surpris par ça. Moi, je pense que ce deal, il n'est pas fait pour cette saison, il est fait pour les suivantes. Et je suis d'accord avec vous que c'est un risque. Je trouve que la contrepartie, elle est forte quand même. Tu lâches pas mal d'atouts. Parce que les trois atouts que tu lâches, on va dire que Reddish, c'est moins important. Il est baladé de franchise en franchise. Alors, il va retrouver la Caroline du Nord. Est-ce que ça va l'aider? Tu vois, lui qui a fait sa fac à Duke. Mais je pense que c'est anecdotique. Mais effectivement, il y a quand même trois atouts lâchés contre un. Je pense que Connect comme Williams, les deux, ils correspondent à un besoin des Lakers. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'un pivot rim runner qui est athlétique et qui a de la verticalité, c'est Mark Williams, mais ils vont avoir besoin de shooters, c'est Connect. Au final, c'est faire le pari de qui est le plus rare, déjà entre guillemets. Alors c'est un peu, comme tu disais Théo, c'est vrai, des purs shooters, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est un peu difficile d'y répondre, mais des rim runners comme Mark Williams, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc on va dire l'autre question, c'est de faire le pari, lequel des deux a le plus de potentiel, sachant qu'ils ont grosso modo le même âge, même si Connect est un rookie. Connect, il va avoir 23 ans, je crois que Williams, il a 23 ans, ils ont le même âge, tu vois. Donc, c'est un peu de faire le pari de qui a le plus de potentiel. Et là, alors c'est pareil, c'est difficile d'y répondre, parce que je pense que le potentiel de Connect, il était un peu sous-estimé, tu vois. Je pense que c'est quand même un mec qui peut devenir un vrai bon joueur en NBA. Mark Williams, il y a quand même un sacré potentiel.
Effectivement, il y a l'histoire. Là, sur ses 10 derniers matchs, il est à 20 points, 12 rebonds et 3 passes de moyenne, par exemple. Je suis allé voir là. Tu vois, il est quand même un mec très fort. Sur la santé, tu connais un mec des Hornets qui reste en bonne santé? Tu connais un mec des Hornets qui se blesse pas? Ou qui a pas un casier. À un moment, c'est pas. Tu vois, c'est comme pour Orlando. C'est un moment, c'est pas un hasard. C'est pas que de la malchance. Tous les joueurs des Hornets, s'ils se blessent, je pense qu'aux Lakers, ça sera différent. Je pense qu'aux Lakers, ça sera différent. Après, par contre, effectivement, il faut voir à quel point. En plus, c'est quand même un mec de 7 pieds, etc. Donc, tu vois, il y a toujours des risques sur la santé. Mais voilà, il a 23 ans et sur la même timeline que Luka. Quand tu vois ce que Luka il a fait de Daniel Gafford, on n'est pas prêt pour ce qu'il peut faire de Mark Williams, tu vois. Donc, mais je trouve quand même que le prix est élevé, que c'est effectivement un pari et que c'est un pari qui peut être très payant. Et il faut aussi que Luka il reste à Los Angeles par contre, parce que le premier tour non protégé en 2031, ça peut piquer. Et il y a un grand vainqueur. J'allais dire, il y a un grand vainqueur dans ce trade, c'est Moussa Diabaté. Coup sur coup, les Hornets ont transféré Nick Richards et Mark Williams coup sur coup. Non, mais les Hornets, le deal, il est super pour les Hornets. Enfin, super. Mark Williams, fort potentiel, très apprécié de la fanbase à Charlotte, à juste titre, parce que dès qu'il est là, tu te dis, c'est bon, on a notre pivot pour l'avenir, on peut construire autour, il y a déjà la Melo. Bref, c'était un joueur qu'ils imaginaient être central dans les projets. Mais le travail de reconstruction avec les pics par la draft, là, ils ont leur premier tour sur les 7 prochaines années. Ils ont le premier tour de Miami protégé top 14 en 2027, il devient non protégé en 2028. Ils ont un pic de Dallas en 2027. Ils ont le droit d'échanger avec les Lakers en 2030 et un premier tour non protégé de 2031, donc celui des Lakers. Ils ont un arsenal qui est très très intéressant. Donc là, de ce point de vue-là, moi je pense que ça a du sens. Sauf si les Hornets pensaient se mêler à la course au play-off, évidemment, mais pour le tanking ou pour la reconstruction à venir, je trouve que c'est plutôt bien fichu. Connect, ça peut être un joueur central du futur projet aussi. C'est un shooter élite, un attaquant de très très bonne facture. On l'a vu cette année quand même. Par instant, il était excellent. Est-ce que les Lakers peuvent le remplacer? Il y a des joueurs qui ont un peu un profil de shooter élite de grande taille. Tu vois, je pense à des joueurs, je ne sais pas s'ils sont récupérables, mais un Corey Kispert, par exemple, c'est le même. Je sais pas s'il a le même potentiel que Connect, mais il y a des mecs comme ça. Est-ce qu'ils seront aussi forts que lui aux Lakers? Je ne sais pas. Moi, je vois que c'est un bon move aussi pour Charlotte et que pour les Lakers, c'est du type high risk, high reward parce que tu mises beaucoup. Si ça foire, t'es un peu dégoûté et t'as hypothéqué un pic intéressant et un jeune joueur très bon. Si ça marche, par contre, t'as ton pivot pour 10 ans aussi, peut-être. Si sa santé, elle se régule, c'est le pivot parfait pour l'équipe qui est en train de se monter. Donc, c'est pour ça que je critique pas. J'étais un peu surpris aussi. Je dis pas c'est une catastrophe. Par contre, je dis que ça peut devenir une catastrophe si ça fonctionne pas. Mais ça peut aussi aller totalement dans l'autre sens. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Et pour Knecht, en fait, je lui prête pas forcément un potentiel de malade. C'est qu'en fait, il répondait tellement bien à une nécessité absolue des Lakers, alors que pour les Hornets, c'est bien, mais de tout ça, c'est pas comme s'ils avaient besoin vraiment d'un poste spécial pour pouvoir performer, en fait. Tu vois, j'ai l'impression, je me dis, mais limite, pourquoi les Hornets sont ciblés Dalton Knecht, ou est-ce que c'est les Lakers qui se sont dit, bah non, on préfère vraiment donner Dalton Knecht plutôt qu'un de nos autres assets? C'est là-dessus que je suis surpris. Par contre, voilà, effectivement, le potentiel, ça peut être un trade hyper payant pour les Lakers si tout se passe bien. Et effectivement, les Hornets, c'est intéressant quand même. Déjà, avec le choix du coach l'année dernière, ça quand même, ça prend une autre direction, quoi. On pourra en reparler plus tard des Hornets, mais c'est... Ouais. Sur le futur des Hornets, j'ai juste un petit truc. Moi, j'aime bien ce qui se construit. Et tu vois, Moussa Diabaté, en pivot titulaire, je trouve ça très intéressant si à côté de lui, il y a un certain Cooper Flag en poste 4. Je trouve que tu as ton pivot énergique, qui prend des rebonds, qui va se battre, qui va défendre, à côté d'un ailier très talentueux, qui a de la classe, qui lui aussi défend, etc. Et si les Hornets arrivent à choper Cooper Flag, je sais que tu veux pas, Théo, mais je préférerais aussi Portland que Charlotte, mais je peux te dire que je préfère voir Cooper Flag à Charlotte qu'à Washington ou quelle autre équipe, qu'à New Orleans, même presque, je veux dire même presque à Brooklyn. Je n'ai pas jamais été fan de la franchise des Nets. Et je pense que Cooper Flag, si les Hornets sont Cooper Flag, sachant qu'il y a Brandon Miller, qu'il y a Moussa Diabaté, qu'il y a Connect, tu vois là, cette base à 4, c'est complémentaire direct, c'est très intéressant, j'ai des pics, et je vais vous dire, dans la seconde où je draft Cooper Flag, j'envoie la Melo Ball
J'étais sûr. Ben oui, non, mais j'essaye même pas de voir ce que ça donne les deux ensemble. Ça m'intéresse même pas. Je m'en fiche. Et je peux te dire, et pourtant, j'ai défendu la Melo Ball. Chaissé, très jeune. J'étais en mode, non, mais il va être super fort. Vous vous rendez pas compte. Dans la seconde, je l'envoie à Chicago contre tous les pics des Bulls. Tu vois, les Bulls, je sais déjà qui je vais pigeonner. Tu vois, c'est pas juste j'envoie la Melo Ball quelque part. C'est que je sais déjà qui je vais carotte. Je vais dire aux Bulls, regardez les gars, vous avez besoin de faire vibrer votre fanbase. Meneur le plus kiffant. Tu mets les deux balls ensemble. Les deux. En plus, oui, ils viennent de le prendre. Mais j'y avais même pas pensé. Bah, c'est sûr qu'ils le font. 5 pics. Je leur prends. Tu sais, genre, il y a 3 pics, 2 swaps. Je leur prends un truc comme ça. Et là, je dis, vas-y, c'est bon. Et je reconstruis autour de Cooper Flag et Brandon Miller. Non, mais il faut Antoine Pimel en GM un jour d'une franchise NBA. C'est popcorn, divertissement, frisson, il y a tout, tu vois. Et puis, avec ce qu'on a vu récemment, je suis pas sûr que tu ferais un moins bon travail. Bref. J'aurais pas fait le trade de Nico Harrison. Allez, on peut enchaîner. Il y a un autre trade. Tu parlais des Pelicans. Les Pelicans qui ont bougé aussi et qui ont finalement tradé Brandon Ingram direction Toronto. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le détail de tout ça? Tu l'as, Antoine, sous les yeux? Ouais, je l'ai. Alors, Toronto récupère juste Ingram. Donc, je dis juste dans le sens où il n'y a qu'un seul joueur. Et les Pelicans, pour le coup, en échange, il y a Bruce Brown, Kelly Olynyk, un premier tour, on ne sait pas encore lequel, et un second tour de draft. En tout cas, je n'ai pas encore vu à quel pic ça correspondait, mais il y a un premier tour, un second tour, Bruce Brown, Kelly Olynyk. Grosso modo, New Orleans, c'est juste une opération en mode de toute façon, on ne va pas prolonger Brandon Ingram, donc on prend ce qu'il y a à prendre. Et pour Toronto, ça confirme déjà le fait qu'on avait vu que cette équipe, elle recommençait à gagner des matchs. Et le fait que voilà, il y avait cette rumeur qui tourne comme quoi les Raptors croient vraiment beaucoup en Scottie Barnes et veulent déjà lui trouver une deuxième star. Donc on peut imaginer, donc en plus d'R.J. Barrett, on peut imaginer que les Raptors vont chercher à re-signer Brandon Ingram. Moi perso, j'aime bien le move pour les Pelicans. De toute façon, il allait se barrer. Je pense que je préfère Trey Murphy aux côtés de Zion qu'Ingram. Je l'ai dit plusieurs fois. Je ne suis pas un fan d'Ingram, en fait, pour être honnête. C'est pareil. C'est vraiment un mec, je trouve qu'il a du talent, mais le fit est délicat avec plein d'équipes et j'aimais pas le fit avec Zion. Et il a rendu des services aux Pelicans, mais je sais pas. Je préfère vraiment Trey Murphy. Donc, je trouve pour New Orleans, c'est bien. Et pour Toronto, bah, ça va avec mon appréciation d'Ingram. Ça dépendra à combien il le re-signe, mais je me dis... Ouais, ils vont être obligés de le prolonger dès maintenant, en fait. Il est free agent cet été, lui. Ouais, ils vont lui donner de la thune. Et c'est vraiment en mode... en fait, t'es parti pour être une équipe middle, sauf si Scottie Barnes, il devient bel et bien le Kawhi Leonard que les Raptors nous ont un temps promis. Mais sinon, je sais pas, je suis pas méga hypé par le transfert pour Toronto, même si c'est eux qui récupèrent de loin le meilleur joueur du deal. Ça dépend en fait, parce que ça dépend de quel Ingram on parle. Quoi qu'on pense de lui, il y a eu des périodes où je trouve qu'il avait, ça a été un All-Star, hein, et il méritait sa place au All-Star Game. Il y a des moments où je l'ai trouvé vraiment, vraiment très fort, un scoreur ultra, ultra fort. Si c'est le Ingram qui a l'air totalement dépressif depuis quasiment la compétition avec Team USA, c'était la Coupe du Monde du coup, c'était la Coupe du Monde qu'il avait faite. Ou même déjà en préparation, il tirait la tronche et il avait quasiment pas joué derrière. Et là, avec aux Pelicans, oui, il était là aussi pas soit blessé, soit un peu méconnaissable. S'ils arrivent à retaper Ingram et que ça redevient le joueur que c'était, moi j'aime bien le Barnes Ingram, je trouve ça plutôt intéressant. Si c'est le Ingram qu'on a vu par le passé. Pour le reste, sinon, t'as raison, ils n'avaient pas trop le choix, ils allaient le perdre. Sa valeur, elle a ultra chuté. Il n'y avait pas moyen de prendre beaucoup plus, à mon avis. Pour les Pelicans, ça me maintient dans ma frustration de cette équipe qui, pendant quelques semaines, quelques mois, avec Zion, avec Ingram, était plutôt sexy, franchement. J'y croyais beaucoup et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et pour les Pelicans, on va voir ce qu'ils vont faire aussi après, parce que c'est pas forcément juste le choix de miser sur Zion et Trey Murphy. Est-ce qu'ils vont pas bouger d'autres pièces? Est-ce que ça va pas impliquer Zion dans un futur proche aussi? Je sais pas, mais ils ont l'air d'avoir acté que le projet était bel et bien terminé, assez clairement. Ouais, je pense que pour les Pelicans, en fait, je sais même pas si ces joueurs-là vont rester longtemps à New Orleans. Par contre, c'est des joueurs qui vont intéresser d'autres équipes. Il y a plein d'équipes qui ont besoin d'un big qui peut shooter comme Kelly Olynyk. Plein de joueurs, plein d'équipes qui vont se dire, bah non, Bruce Brown, quand on se rappelle ce qu'il a fait avec les Nuggets, c'est parfait. Donc je pense que finalement, c'est rare en fait que tu puisses échanger un gros joueur contre
contre plusieurs gros, petits, bon, c'est une formule, hein, contre plusieurs petits joueurs et que derrière tu t'en sortes gagnant. Et je pense qu'en fait, ils pourront peut-être, les différents joueurs qu'ils ont récupérés, les rééchanger contre des choses qui seront plus intéressantes pour eux plus tard. Donc je trouve ça plutôt pas inintéressant pour les Pelicans. Moi, ce qui me gêne avec Ingram par rapport à ce que tu disais, Shai, c'est que quand tu disais est-ce qu'ils pourront en refaire le joueur que ça a été, en fait, il a jamais été ce joueur-là sur la durée, en fait. Et même au cours d'une saison, tu allumes un match des Pelicans, tu sais jamais quel Brandon Ingram tu vas voir. Et si tu tombes un bon soir, je suis d'accord avec toi, tu dis, mais ce mec-là, c'est un All-Star tous les ans. Pourquoi il n'est pas All-Star, ce mec? Tu rallumes la télé le lendemain, tu dis, il est où le joueur qui est... Et tu vas mettre un quart d'heure à te rendre compte qu'il est sur le terrain et qu'il n'a pas fait un stop défensif, qu'il prend des shoots forcés ou bizarres. Il y a tellement peu de constance dans ce que Brandon Ingram apporte depuis le début de sa carrière qu'effectivement, je pense que... voilà, encore une fois, je pense qu'il n'y avait pas marché pour mieux, sachant qu'il est free agent cet été. Donc ça va être compliqué. Et là, je me dis que finalement, peut-être que Toronto, en faisant ce trade-là maintenant, se dit, Ingram, il va d'abord vouloir sécuriser son avenir. Donc, il ne va pas nous demander des 1000 et des 100 parce qu'en fait, on a son avenir en main. Là, Toronto, c'est eux qui vont déterminer combien de temps ils le mettent sur le terrain, dans quelles circonstances, etc. C'est un peu chiant peut-être, mais je pense que Ingram n'aura pas d'autre choix que de prendre le contrat que lui proposera Toronto dans la foulée. Il manque beaucoup de matchs. Moi, je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que Ingram, s'il veut, il attend la free agency. Mais tu penses qu'il aura une meilleure cote à la free agency que maintenant? Il est blessé, de toute façon, il va pas jouer. Donc là, en fait, il est blessé, Ingram. On ne sait pas quand il va revenir, mais oui, je pense qu'il aura une meilleure cote à la free agency, notamment parce qu'il y a très peu de gros free agents disponibles, en fait. Mais est-ce que c'est comme un bon chaque free année agent pour Ingram, tu vois? Mais je pense qu'il sera vu comme ça, en tout cas en partie par certaines équipes, notamment les équipes milieu de tableau, en fait. C'est comme il est dans le même statut que les DeMar DeRozan à une époque, quoi. Moi, je pense qu'il va pouvoir. Alors, il signera pas le max. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui lui donnerait le max. Mais sauf si, peut-être Toronto d'ailleurs. Hein. Mais je pense qu'il est plus en position. Au contraire, moi, je trouve qu'il est en super position de force et parce qu'il contrôle son destin. Et je pense que oui, je pense qu'il peut aller chercher un beau contrat quelque part, ouais. Notamment dans des équipes un peu pétées. Moi, je trouve que ça sent la carotte énorme, Brandon Ingram. C'est le mec, il y a dans la personnalité, je l'ai rencontré, il est méga cool, tu vois. J'avais trouvé super cool. Il devait être défoncé au passage. On parlait des trucs dans la late session, je me souviens, on était sur les gens qui font toutes des caisses sur la bière de Luka Doncic alors que Kevin Durant, il joue un match sur 3. J'exagère, c'est pas vrai, hein, là, c'est le faux truc, mais il joue défoncé, il l'a déjà dit lui-même. Ça lui est arrivé de jouer défoncé. Je peux vous jurer que Brandon Ingram, ça lui est déjà arrivé aussi, à mon avis. Et Brandon Ingram, on dirait il s'en fiche de tout, en fait. Moi, je méfie vachement de ce joueur. Les Raptors vont devoir donner la balle à Ingram, aussi donner la balle à Barrett, donner la balle à Barnes. Ça m'inspire pas du tout confiance, cette affaire. Mais par contre, Ingram, moi, je pense qu'il est dans une position où on va pouvoir signer un beau contrat. N'importe quelle équipe qui a du cap, et il y en aura quand même quelques-unes, et qui a l'envie un peu de passer à un cap, on va leur dire c'est qui le meilleur joueur disponible sur le marché? C'est Brandon Ingram, et il y a une équipe qui va se faire planter, qui va se faire banane, en fait. Je serais très étonné, franchement, qu'ils ne signent pas une prolongation avec Toronto dès maintenant. Là. Vraiment, Ouais, mais il va en signer une belle, alors. Par contre, il va signer une belle prolongation. Après, mais j'ai pas dit qu'il allait signer au rabais, mais je pense pas qu'il signera au maximum de ce qu'il aurait pu exiger cet été, quoi. Je vois pas de scénario. Si c'est ça, le trade de Toronto a aucun sens. S'il signe pour le maximum de ce qu'il aurait pu signer cet été, le trade de Toronto a aucun sens parce que comme toi, je le vois pas comme un fit parfait avec cette équipe. Je suis même pas sûr qu'en termes de performance, de régularité dans la performance ou de ce que tu vas apporter dans le vestiaire, ça soit un joueur qui te permette de relancer une équipe comme celle de Toronto. Donc si vraiment Toronto doit payer le prix fort pour le garder, je comprends pas du tout le trade. On verra. Ouais. Allez, encore 2 trades qui impliquent des big men. Je vous propose qu'on parte du côté d'OKC qui a récupéré Daniel Theis parce que du coup moi ça me soulève des questions. Hein. Sur Chet Holmgren, par exemple, sur la santé de Chet Holmgren. Sur sa disponibilité cette saison, c'est vraiment la première question que ça m'évoque. Ouais, donc le trade, c'est un petit trade, ça permet aux Pelicans de sortir de la luxury tax. Que je retrouve, que je vous dise pas de bêtises exactement, mais donc on
Oui, donc OKC qui recrute Daniel Theis et qui récupère même un pick. C'était pas encore défini hier soir quand la news était tombée. Je sais pas si depuis on sait exactement de quel pick il s'agit, mais c'est juste un moyen pour les Pelicans de passer sous la luxury tax avec ce move d'ajustement. Et Theis, qui est quand même un joueur solide, un joueur fiable, si Chet Holmgren ne revient pas à temps pour les playoffs ou s'il met du temps, c'est quand même pas mal en sécurité, en backup à l'intérieur. Je trouve ça plutôt intéressant. Je me suis posé la question aussi, Théo. Je me suis demandé ce que ça voulait dire pour Holmgren, avec lequel ils vont prendre 0 risque, je pense, même s'ils sont sur une très très belle saison et qu'ils visent le titre. Ils vont pas prendre de risque avec son avenir. C'est une blessure un peu délicate aussi quand même. Donc Theis, ça peut être soit vraiment un move en tant que pompier de service qui va arriver parce que Holmgren sera pas revenu à temps, ou juste un bon vétéran dans le vestiaire en plus de ce qu'il y a déjà si Holmgren arrive à se requinquer à temps pour les playoffs, je pense. Je suis un peu comme Théo, moi ça m'inspire pas confiance en fait. Parce que tu fais jamais ce trade sinon. Si tu sais que tu vas. Si t'as Holmgren, oublions de savoir, pas savoir. Si juste t'as Holmgren, tu fais pas le trade. T'as déjà assez de big men en fait, entre Hartenstein, entre Holmgren, entre Jalen Williams. Là c'est un trade, ça sent le. Bon, si jamais il revient. Alors nous, on peut l'interpréter comme si jamais il revient pas parce qu'on n'a pas la réponse, mais eux, ils ont sans doute la réponse en fait. Eux, ils doivent déjà savoir si oui ou non Holmgren il va rejouer. Et quand même, quand il se blesse au début, c'est pas aussi longtemps qu'il a annoncé. Là, on est en février. Hein. Il devait déjà être revenu. Le fait qu'il soit pas revenu, et plus tu te rapproches de la date des playoffs, moins tu es tenté de faire revenir ton joueur en fait. On l'a déjà vu des trucs comme ça où le mec est apte, les Bulls avec Derrick Rose, l'exemple toute l'année à attendre avec les spots de pub, de return, de Adidas et tout, et en fait passer une certaine date, t'es là en mode ouais mais ça sert à rien en fait, on prend trop de risques à le faire revenir. Et Holmgren il a pas l'âge de Porzingis quand Porzingis il revient pendant les playoffs l'an dernier, tu vois. Holmgren il est jeune, sa carrière elle est, tu peux pas miser sa carrière et le faire revenir et rusher son retour. Donc là si Holmgren il revient pas très prochainement après le All-Star Game, il faudra vraiment commencer à se poser la question de est-ce que le Thunder va être au complet. Et ça va me permettre de rappeler encore une fois que les Mavericks ont transféré Luka Doncic potentiellement sur une année où le Thunder n'est pas au complet. Mais non, ouais, bref, pour revenir à Theis, je pense effectivement que c'est un petit signe un peu inquiétant quand même. Après, voilà, je pense que c'est un bon choix. En fait, si effectivement, t'es pas sûr d'avoir Holmgren, Daniel Theis, c'est un bon joueur qui colle en fait avec je pense que avec ce que fait OKC, c'est moins impactant que Hartenstein, mais il peut faire à peu près les mêmes choses. J'ai l'impression en peut-être moins bien, peut-être un peu plus capacité à étirer un peu la défense. Hein. On sait quand il était à Boston notamment, il lui arrivait de prendre des tirs à 3 points. Donc voilà, plutôt comment dire. Bon move si jamais effectivement tu as cette crainte de ne pas pouvoir avoir Holmgren. Ils ont lâché un pick, certes, ils en ont plein. Ils récupèrent Ils récupèrent un pick. J'avais mal compris un second tour 2031. Okay, c'est ça, ok. Ouais. Donc non, c'est plutôt voilà. Je pense que c'est un move de sécurité qui est intéressant pour OKC dans tous les cas. Ouais, ça se fait tous les jours à la place d'OKC. Ouais. Allez, dernier big man qui a bougé, et alors là, j'étais quand même très très surpris de voir la destination. On savait en fait, dès qu'il était arrivé, moi, je n'étais pas le seul à imaginer qu'il resterait pas là à long terme et que c'était plutôt, il servirait de monnaie d'échange à un moment. C'est Jonas Valanciunas qui rejoint son camarade Domantas Sabonis au Sacramento Kings. C'est ça, donc il rejoint Sabonis. En échange, des Wizards récupèrent un troisième français, Sidi Sissoko. On pourra parler après du fait que c'est, je pense, une bonne nouvelle pour lui. Il n'y a pas tellement d'autres équipes où il aurait eu peut-être autant d'opportunités. On va voir, on va voir ce que décidera le coaching staff de Washington. Il va donc retrouver Alexar et Bilal Koulibaly et 2 deuxièmes tours de draft pour les Wizards. Donc plutôt bonne opération aussi, vu que Valanciunas ne colle pas du tout à la timeline. C'est une bonne nouvelle pour les Français dans leur ensemble, je pense. Alex Sarr qui est blessé en ce moment, qui est indisponible, mais qui va certainement jouer encore plus. Il jouait déjà pas mal, mais ça fait un joueur en moins à l'intérieur. Et Sidi Sissoko qui aura peut-être des opportunités pour les Kings. Par contre, est-ce que ils sont un peu sceptiques sur les minutes sans Domantas Sabonis, et on le comprend parce que c'est un joueur qui fait vraiment énormément de choses sur le terrain. Et bon, avec Valanciunas qui est pas totalement dans le même registre, mais qui a un intérieur solide, auquel notamment les Lakers avaient pensé, il était dans la shortlist. Moi aussi j'étais un peu surpris, je m'attendais pas spécialement que Valanciunas aille à Sacramento, mais écoute, c'est pas si mal que ça, je pense.
Est-ce que les Wizards n'auraient pas pu en récupérer plus quand même pour Valanciunas? Il avait signé un contrat court, non? C'était quoi? C'était 2 ans, un an? 30 millions sur 3 ans, non? 3 ans? Je sais plus. Faut Ouais, vérifier. peut-être. Il y avait l'air d'avoir une montée des enchères. C'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas grand-chose en échange, sans faire offense à Sidi Sissoko. Je pense que c'est presque lui le vainqueur. Enfin, non, c'est pas le vainqueur du trade, c'est quand même les Kings, mais je trouve ça cool pour lui, moi aussi. Comme toi, Shai, je trouve ça cool pour Sissoko. Pour les Kings, je me dis que bah, c'est toujours un talent de plus, quoi. C'est une équipe qui s'arme de joueurs un peu middle ou middle plus. C'est un peu méchant. Sabonis, c'est plus que middle et DeRozan et Lavine aussi. Mais c'est genre, voilà, on voit que les Kings ont vraiment envie d'être une équipe qui sort au premier tour, quoi. Mais au moins, ils veulent aller à ce fameux premier tour, ils veulent l'accrocher. Donc, c'est quand même à leur honneur d'essayer d'être compétitif. Et c'est vrai que pour les Wizards, le move, bon, ça ressemble un peu à. Les deux moves, là, qui est plus Kuzma et Valanciunas, c'est très bien pour les Français. Ça fait un croqueur en moins, ça fait des opportunités plus pour Bilal. et Alexar aussi, avec Valanciunas en moins. Bon, il n'était pas trop préoccupé par son temps de jeu, je pense, hein, Alexar, mais c'est plutôt pas mal pour les Français, je trouve. Ce qui m'étonne en fait pour Valanciunas, c'est que je pensais vraiment quand les Kings l'avaient fait venir, c'était justement pour, comment dire, comme un investissement en disant bah là ça nous coûte rien de toute façon, mais par contre on va le revendre, ça va nous, parce qu'il y a des équipes qui auront besoin d'un big man et qui seront dans des, pas forcément un panic move, mais qui seront en option, bon bah c'est maintenant qu'on veut faire, qu'on veut gagner, et donc je pensais que le retour sur investissement serait meilleur. Je suis un peu surpris là-dessus. Non pour Sidi Sissoko, blague, enfin je dis ça à moitié en plaguant, mais j'attends de voir s'il va continuer à vouloir représenter les Suns. Il a choisi le numéro 91 quand il a son arrivée aux Kings. Là, j'attends de voir quel numéro il va prendre du côté des Wizards. En tout cas, c'est sympa cette French Connection. J'espère qu'on les verra un peu sur le terrain tous les trois. C'est plutôt marrant, quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait l'essentiel des trades. Je ne sais pas s'il y a une autre équipe que vous vouliez aborder pour l'instant. Bon, il y a eu des petits trades d'ajustement aussi pour des questions de luxury tax. Non, mais bah, pour les Celtics, quand même, c'est les champions en titre, donc c'est jamais rien. Mais Jaden Springer, qui avait fait quelques bonnes apparitions il y a pas très longtemps, est parti à Houston en plus d'un deuxième tour 2030 contre deux deuxièmes tours protégés pour les Celtics. Il y a aussi donc t'en parlais tout à l'heure, Antoine, mais Jericho Sims qui est envoyé à Milwaukee par les Knicks dans le cadre du trade Kuzma Middleton. Milwaukee envoie Dylan Wright et du cash à New York. Il y a la prolongation de Lonzo Ball aussi, qu'on avait évoqué rapidement tout à l'heure, 20 millions de dollars sur 2 ans, avec une team option pour la deuxième saison. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui s'est passé en attendant le dernier rush tout à l'heure, le sprint final de cette deadline des trades. Voilà, comme je vous le disais en ouverture de ce podcast, si vous voulez retrouver tout ça dans le détail, allez sur basketsession.com, vous retrouverez vraiment toutes les informations sur tous les trades qui ont eu lieu et toutes les rumeurs de la journée, tous les deals qui se feront aujourd'hui ou dans la soirée, vous pourrez retrouver tout ça sur Basket Session. Il y a eu des matchs aussi hier, je vous propose qu'on fasse un petit tour quand même, parce qu'il y a eu notamment 2 grosses perfs. Antoine, je vais te laisser la parole, on va pouvoir commencer notre CQFR classique maintenant. Allez, je te laisse la parole Antoine pour parler au moins peut-être des grosses performances qu'il y a eu hier soir. Je vous propose qu'on commence avec les débuts de Fox. Je pense que au-delà d'abord, avant il y a eu effectivement un carton de chez Gilgeous-Alexander, mais De'Aaron Fox a joué son premier match avec les Spurs. Les Spurs ont battu les Hawks 126-125 avec des débuts plutôt réussis en termes de performance individuelle et de stats pour De'Aaron Fox. 24 points, 5 rebonds, 13 passes, 3 interceptions. Il y a aussi 24 points et 12 rebonds de Victor Wembanyama. Victoire un peu à l'arrache des Spurs, ils ont mené de 20 points. Les Hawks sont bien revenus justement quand Fox et Wembanyama étaient sur le terrain. Les Hawks sont bien revenus au score à coup de 3 points aussi pour le coup. Et derrière, Victor a quand même donné la victoire en mettant le dernier lancé avant d'en rater un volontairement pour empêcher une remise en jeu d'Atlanta. Mais victoire et quand même des bons débuts, je pense, pour Fox. Oui, c'est intéressant. En production, déjà, on voit ce qu'il apporte. C'est aussi l'intérêt de recruter un joueur comme ça. Après, l'alchimie entre les deux va pas venir du jour au lendemain. Ça va pas venir au bout d'un match et peut-être même pas un entraînement ensemble. Donc, c'est intéressant de voir qu'il vient tout de suite. Il a un temps de jeu important tout de suite. 13 passes décisives, il égale son record de passes cette saison. Donc, il est dans une optique de playmaking, d'intégration tout simplement. Donc, c'était pas mal, ouais.
Il y avait un truc, c'est comme tu l'avais dit, Théo, Fox, il a commencé dans le 5 majeur avec Chris Paul, c'est Castle qui est sorti sur le banc. J'ai trouvé qu'il a donné tout de suite de la vitesse, Fox, en fait, à l'équipe des Spurs. Ça jouait vite avec lui, on sentait qu'il y avait une volonté d'accélérer le rythme. Et il y a un truc qu'on a un peu vu sur ce match, et que je pense sera très intéressant pour les Spurs, c'est qu'en fait, Wembanyama sort tôt, ça on le sait, on l'a vu, il sort tôt dans le premier quart-temps, il y a ce deuxième 5 avec Sohan en pivot. Et je pense que Fox va beaucoup aider ce deuxième 5. Fox reste dans ce deuxième 5 avec Sohan, avec Castle justement. Je pense que ça va faire beaucoup de bien aux Spurs d'avoir un mec dynamique autour pour jouer small ball, un espèce de small ball dynamique. D'ailleurs, dans le premier quart-temps, ça a plutôt bien marché. Hein. C'est le moment un peu où les Spurs ont accéléré. Après, pareil, il y a eu un moment sans Fox, mais avec Vassell qui a bien fonctionné. Donc voilà, à voir, mais bon, il commence direct par une victoire, c'est déjà cool. On peut noter 32 points, 12 passes pour Trae Young qui a mis sous pression les Spurs en fin de match. Et petit match pour Zachary Rizaché, discret, 6 points, 1 rebond en 23 minutes. Et Théo, ton gars au Congo aussi, a fait un très 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 gros match. 30 points, 12 rebonds, 5 passes, 13 sur 16 au tir, 3 paniers à 3 points au Congo. Commence même à ajouter le petit tir à 3 points dans le corner comme arme. Allez, un pivot qui aurait pu intéresser les Lakers au passage, je le note. C'est vrai. C'est vrai, qui est toujours disponible, mais qui ne joue plus, mais il y a des chances qu'il soit peut-être tradé, lui. Il est en fin de contrat. Mais ouais, c'est vrai. Il aurait été certainement moins cher que Mark Williams, d'ailleurs. Allez, parmi les grosses perfs, tu le disais, Théo, il y a les 50 points chez Gilgeous-Alexander. Et c'est que... Alors, le Thunder a cartonné les Suns 140-109. Ce qui est intéressant et important sur les 50 points de chez Gilgeous-Alexander, qui je pense, encore une fois, le rapproche un petit peu plus du MVP. Il a presque une main et 3 doigts sur le trophée, dans le sens où là, par exemple, sur les 7 derniers matchs, il y a quand même 3 pointes à 50 points ou plus. Ouais, SGA impérial, 50 points, 8 rebonds, 5 passes. Bon, la course au MVP n'est pas terminée, mais je suis d'accord avec toi, il commence à s'en rapprocher avec le niveau d'OKC et le classement cette année. C'était un match très bizarre. Donc les Suns ont joué sans Kevin Durant, officiellement absent pour une blessure à la cheville. Je pense qu'avec les rumeurs qu'il y avait autour, c'était peut-être pas plus mal qu'il soit pas là. La première mi-temps, les Suns étaient plutôt dans le coup. Ils ont même fini la première mi-temps en tête au score. Derrière, ils ont pris une bourrasque 79-46, notamment avec SGA et ses 50 points. Et on peut noter qu'Ousmane Dieng a joué un petit peu en fin de match, 9 minutes, et a marqué 5 points. Ouais, Ousmane Dieng, il faut peut-être un trade d'ailleurs au passage, parce que j'ai l'impression qu'à OKC, ça va pas beaucoup jouer. Ouais. L'autre grosse perte, c'est celle de Anthony Edwards, 49 points, victoire des Timberwolves contre les Bulls, 127-108, et du coup, 49 points d'Anthony Edwards qui a pris 28 tirs, il a beaucoup dégainé, 49 points, pardon, il est allé mettre ses points. Il y a un gros match de Rudy Gobert aussi, 10 points, 15 rebonds, 3 interceptions, 3 contres. Ouais, Nasrid aussi en double-double, la paire a bien fonctionné à l'intérieur. 20 points dans le troisième quart-temps pour Anthony Edwards, qui a passé sa soirée sur la ligne, 17 sur 18. Allez, je peux donner tous les autres résultats en speed. Vous m'arrêtez s'il y a un truc qui vous inspire. Milwaukee a battu Charlotte 112-102, 29 points de Damian Lillard. Il n'y avait pas Giannis Antetokounmpo. 23 points, 17 rebonds, 5 passes aussi de Bobby Portis. Du côté, Mark Williams a joué d'ailleurs son dernier match avec les Hornets. Il a 6 points, 5 rebonds. Dans la foulée, il a été tradé. Washington. Ah non, si, il y a quand même une autre perf qu'on va vouloir commenter. C'est évidemment celle de Bilal Coulibaly. Victoire des Wizards contre les Nets. 3e victoire de suite de Washington avec le premier triple-double en carrière de Bilal Coulibaly qui a fait 11 points, 10 rebonds, 11 passes. Ouais, c'est le premier match sans Kyle Kuzma aussi qui était clairement en mode tout pour ma tronche. Il y en a marre du projet. Donc ça va faire du bien. Je crois qu'ils ont battu leur record de passes décisives depuis un certain temps dans le match. Donc c'est pas un hasard, je pense aussi. Et Bilal, tu le disais, 11 points, 11 passes, 10 rebonds, toujours aussi actif. Et qui est le plus jeune joueur de la franchise à finir en triple-double depuis un certain John Wall. Donc c'est plutôt bien de la part de Bilal Coulibaly. Et moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner maintenant qu'il y a plus Kyle Kuzma. Il était déjà très très intéressant, Bilal, cette année, avec quelques périodes d'irrégularité. Là, je pense que la fin de saison, il sera vraiment très, très à son avantage, à mon avis. Miami a battu Philadelphie 108-101, 30 points, 7 rebonds, 7 passes pour Tyler Hero. Il n'y avait pas de Joel Embiid, comme on l'avait plus ou moins annoncé hier, mais il y avait quand même un Paul George qui a fini à 3 sur 11 au tir, il a ramasse complet. 31 points, 11 sur 28 pour Tyrese Maxey et 9 points, 9 rebonds pour Gershon Yabusele. Ouais, Philadelphie a récupéré Paul George.
à défaut de récupérer Embiid, de pouvoir faire jouer Embiid les back-to-back, tu en avais parlé hier, c'était peut-être un choix de sa part. Paul George, retour pas flamboyant, hein, 9 points à 3 sur 11. Donc je sais pas si tu as vu, mais le Heat et les joueurs ont appris le trade en plein milieu du match. Tu as vu ça? J'ai vu sur Reddit la vidéo, mais je l'ai pas regardé. C'est un fan qui l'apprend à Kevin Love, qui du coup l'apprend à... 2025, voilà, les gens sont plus connectés que les joueurs à l'actualité de leur équipe. Tyler Hero, 30 points, Bam Adebayo, un double-double. Comme on l'a dit, alors, je dirais pas qu'ils ont fêté le départ de Jimmy Butler, mais l'équipe va pouvoir être plus sereine et avancer plus tranquillement maintenant. Memphis a écrasé Toronto 138-107 avec 32 points de Jaren Jackson Jr. Il y a eu 26 points aussi de Ja Morant. Golden State, justement, qui va récupérer Jimmy Butler, a perdu contre Utah 131-128. Alors forcément, il y avait moins de joueurs dans la rotation hier soir. Mais il y a quand même 32 points de Stephen Curry, 29 points de Brandon Podziemski malgré ça. Défaite des Warriors contre le Jazz avec 31 points de Jordan Clarkson. Tu me dis si tu veux. Je veux dire, ils ont pris 44 points dans le 4e quart-temps. Le trade était peut-être nécessaire. Bon, c'est pas Butler qui va tout régler, hein, mais voilà. Et Orlando a regagné un match. Orlando a battu Sacramento 130-111, 31 points de Franz Wagner, 23 points, 9 passes pour Paolo Banchero. Bon match du duo de stars du Magic et du coup belle victoire contre Sacramento, victoire importante. Cette histoire d'hiérarchie, Franz Wagner œuvre pour te donner raison sur le fait qu'il est peut-être le meilleur joueur des deux. Il est le meilleur finisseur en tout cas. Est-ce que le meilleur joueur c'est quelque chose de plus délicat et surtout ça s'inscrira sur la durée et je pense que là Banchero a quand même encore quelques paliers en plus au-dessus, mais il était mieux là ce soir. C'est lui le meilleur joueur. Cette nuit ça allait mieux quand même. Il a pris moins de tirs en fait. Cette nuit il est beaucoup plus moins de. Après il a distribué 9 passes décisives, mais il y a 15 tentatives pour Banchero seulement et il a été efficace. Et du coup moins de ballons perdus aussi. C'était le premier match de Zach LaVine avec les Kings. 13 points en 31 minutes. Voilà. Une première pas inoubliable pour Zach LaVine. Eh ben écoute, on a fait le tour. On a fait vraiment le tour des transferts. On a fait le tour des matchs. Il nous manque un petit match quand même, celui des Nuggets. Mais il nous manque 2 matchs même. Il nous manque aussi le game winner de la nuit. Pardon, je commence à fatiguer. Alors, commençons par les Nuggets parce qu'effectivement, grosse perf de Michael Porter Jr. et de Nikola Jokic. Et Michael Porter Jr. il enchaîne 39 points de Michael Porter Jr., 38 points de Jokic, victoire 144-119 contre les Pelicans. Ouais, énorme match de Michael Porter qui enchaîne en ce moment. Là, depuis qu'il y a eu des petites rumeurs à son sujet et que Michael Malone les a balayés, ils se montrent dignes de la confiance accordée. Et Jokic, 38 points, 10 passes. Les deux ont permis aux Nuggets de dérouler assez loin des rumeurs de trade qu'anime la NBA. Les Nuggets qui retrouvent leurs 5 majeurs au final. Bon, c'était cool le passage avec Westbrook, mais c'est quand même encore meilleur avec leurs 5 majeurs actuels, avec Christian Brown. Et entre OKC, à voir ce qui se passe avec Holmgren. Entre Dallas, Dallas n'est plus candidat au titre. Je suis désolé pour tous ceux qui disent qu'on compare Anthony Davis à un role player ou je ne sais pas quelle autre bêtise, mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu perds. Bref, peu importe. Denver, attention dans cette course au titre. Je pense quand même qu'il y a encore un monde où les Nuggets, c'est très, très dangereux. Et il restait un match aussi, c'est effectivement la victoire miraculeuse ou in extremis, en tout cas, des Cavaliers contre les Pistons. Victoire 118-115 avec un game winner de Darius Garland au buzzer depuis quasiment le milieu de terrain. Il est un peu après le milieu de terrain. Ouais, super fin de match. Cunningham avait été lui aussi un peu héroïque. Hein. Il a mis beaucoup de points en très peu de temps et il a fallu que Darius Garland aille arracher. Il voulait clairement éviter la prolongation, il a tenté et ça marque à 3 points. Depuis le logo, Cunningham, 38 points, 9 passes quand même dans ce match aussi. Et il manquait Donovan Mitchell du côté de Cleveland. Ouais, ça cale un peu du côté de Détroit. Ouais. Gros volume, Cunningham. 29 tirs tentés, 11 paniers. Et Mobley, c'était bien repris aussi. 30 points, 9 rebonds, 7 passes, 4 contre après son match raté contre les Celtics. Ouais, Détroit est facile. Il est quand même pas décroché encore. Ils sont qu'à une victoire. Non, bien sûr. Mais t'as raison. C'est normal aussi qu'ils soient un peu dans le dur à un moment. C'est pas qu'ils étaient en sur-régime, mais ils étaient vraiment sur une belle dynamique. C'est très dur d'enchaîner et de faire une saison complète à ce niveau-là quand tu sors d'une saison dramatique comme la précédente. Yes, bon, Théo, je te laisse conclure, je te laisse la parole pour conclure ce gros podcast. Ouais, voilà. Merci d'avoir été avec nous pour ce combo podcast CQFR. On a fait long, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Comme je vous le disais en entrée d'émission, demain matin, en fonction de l'actualité du soir, si ça bouge,
à nouveau beaucoup, on refera sans problème un podcast pour vous tenir informé de tout ça. En attendant, je vous le redis, allez sur Basket Session, vraiment toutes les rumeurs, tous les trades quasiment en live et en direct, vous pouvez retrouver tout ça. Et nous, on vous dit à très vite, passez une super journée. Ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.